Genre, si je devais le refaire, je pense que j'aurais beaucoup plus tôt commencé à lancer des plans, des business et d'apprendre un peu sur le tas. On va le voir, t'es quand même un sacré aventurier. Tu me disais que t'étais en Côte d'Ivoire, t'es passé par l'Algérie, en passant par le Vietnam, la Malaisie. Maintenant t'es à Sydney, originaire de France. J'ai pas vraiment géré mon argent jusqu'à maintenant. J'ai envie de me lancer, j'ai envie de commencer à gérer mon argent de manière sérieuse. Je comprenais pas, tu vois, les gens me disaient ouais, mais là on est à la récré par exemple, pourquoi tu lis un bouquin ou enfin tu vois genre. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit suffisamment enseigné et le plus tôt possible. Donc en fait c'est à partir de channel cette énergie sur d'autres, dans des domaines qui vont être plus productifs, plutôt que passer ton temps à donner des coups de poing dans le mur. Hello à tous et à tous, merci beaucoup d'être avec moi dans ce 9e épisode de Mind My Business. Mind My Business, ce podcast qui raconte des histoires d'entrepreneurs à travers le monde. Et aujourd'hui, je suis très content de dire à travers le monde, car on a eu l'occasion d'interviewer, d'avoir une discussion avec Maxime Chori, un entrepreneur de calibre international. Maxime, il fait partie de ces entrepreneurs qui ont touché au business un peu partout dans le monde. Voilà, il reste encore quelques zones du monde qu'il n'a pas encore explorées, mais ça ne ferait que tarder. Maxime, il a pris part à des business en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Algérie, mais spécialement en Asie, en Indonésie, en Malaisie, et finalement activement en train de travailler sur sa startup ici à Sydney en Australie. Voilà, il y a des différences géographiques dans l'entrepreneuriat, on le sait. Maxime va nous aider, va nous éclairer sur ces différences culturelles, ces différences sociales qu'on a entre entreprendre, que ça soit en Indonésie ou que ça soit à Sydney, en Australie et ailleurs, ainsi que différents business. Maxime, il est passé par développer une marque de café en Indonésie à lancer une startup qui aide à gérer les finances personnelles à Sydney. Donc voilà, de larges différences géographiques et aussi en termes de business qu'on a eu l'occasion d'explorer avec Maxime aujourd'hui. Maxime, je te remercie encore une fois d'avoir pris ton temps pour discuter avec moi, avec nous. Et voilà, je vous remercie à tous d'écouter cet épisode et je vous souhaite évidemment une agréable écoute. Merci à tous. De toute façon, donc je regarde plutôt, je regarde toi ou... Ouais, comme tu... Ça dépend. Si à la fin, vraiment, tu veux donner un message aux auditeurs, etc., tu peux t'adresser à la caméra, mais sinon la discussion c'est marche. Ensemble avec le dernier thé survivant, parce que l'autre est déjà parti. C'est ça. Tu me dis quand ça commence, ça a pas commencé là. Là, ça a commencé là. Ah ouais. Là, on est lancé. Ici, c'est... ouais, d'accord. Okay. Ici, c'est furtif. Ok, ouais, très furtif. Bon bah. Mais donc voilà, on est dans cette boardroom à Sydney pour faire cet épisode avec toi, Maxime. Très chouette, tu sois venu avec sur la caméra, on peut le voir, tout l'attirail Upworth, la casquette Pokémon Upworth, le t-shirt, tout est paré et on est là avec ce superbe temps. Comment on travaille à Sydney? T'as pas un peu cette fear of missing out, cette FOMO de travailler alors qu'il fait toujours beau comme ça? Bah non, justement, 2 en 1, on est à l'intérieur, mais on voit le soleil pas très loin. C'est un bonus, c'est un plus. C'est ça. Parce que c'est quand même sympa de travailler dans ce cadre-là. Ouais. Moi, directement, j'aimerais commencer avec une petite question que j'ai pour toi, pour entrer directement dans le vif du sujet, mais donc tu es très concentré sur cette partie éducation financière. Le projet Upworth s'est focus sur la partie éducation financière, et ce que je me demandais, c'est à la fin, peut-être justement, simplement les gens qui vont utiliser ça, c'est simplement les gens qui sont déjà éduqués vis-à-vis de cette éducation financière, qui ont déjà ces notions de base vis-à-vis des finances personnelles. Et voilà, on va le voir, t'es quand même un sacré aventurier. Tu me disais que t'étais en Côte d'Ivoire, t'es passé par l'Algérie, en passant par le Vietnam, la Malaisie. Maintenant t'es à Sydney, originaire de France, et donc voilà, en regardant un peu, en contrastant toutes ces personnes, quel serait ton avis un peu sur l'éducation financière à travers le monde? Comment est-ce que tu dirais que les gens sont éduqués bien différemment d'une région à l'autre, par exemple par rapport à la France, à l'Australie? Quelle est la relation des gens par rapport à cette gestion des finances personnelles? Alors, déjà merci, donc ravi d'être dans ton podcast. La question est une très bonne question. Alors, faut savoir que moi, j'ai pas eu une carrière très linéaire où je me suis intéressé à cette question pour les 10 dernières années. Ouais. C'est un projet un peu récent. Évidemment, j'ai toujours été passionné par ce sujet-là, mais j'ai pas fait forcément d'analyse avancée de l'éducation financière à travers le monde. Je connais un peu mieux l'Australie puisque c'est là qu'on lance notre produit et donc on a essayé de comprendre le marché plus en détail. Je pense que c'est un sujet clé. Le point commun qu'on peut voir à travers le monde, je pense qu'il est juste de dire que
il y a un gap entre ce que les gens devraient savoir, ce qu'on devrait tous savoir et le plus tôt possible, et la réalité. Donc ça, c'est un constat de base. Il y a des différences entre les pays, mais de manière générale, c'est pas quelque chose qu'on apprend vraiment à l'école, alors que ce soit en France ou ici ou dans la plupart des pays où je suis allé. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit suffisamment enseigné et le plus tôt possible. Et la règle de base quand on aborde ces questions de personal finance, c'est que avec le compound interest, avec toutes ces notions de long terme, d'investir pour le long terme et c'est que ça prend du temps. Donc en fait, le plus tôt on commence, le mieux c'est. Donc ce type d'éducation, la première chose, c'est que ça doit arriver le plus tôt possible pour que ça ait l'impact maximum dans la vie des gens. Donc ça c'est un constat de base. Après, je pense qu'en effet, il y a des différences culturelles en termes de la perception qu'on a de l'argent, de la gestion de l'argent, de la communication autour de l'argent. Ce que je peux dire, c'est que par exemple en France, on a encore, et c'est en train de changer parce qu'il y a un peu une américanisation, une influence anglo-saxonne, mais encore récemment, culturellement, beaucoup de personnes en France vont se sentir mal à l'aise de parler de leur patrimoine, de l'argent, de leur salaire. C'est un peu un sujet tabou. Et c'est un sujet qui peut être un peu mal vu, d'être abordé comme ça, où les gens vont pas se sentir à l'aise de le partager. Après, chaque pays a son histoire aussi. Voilà, c'est ça. Le passé de la France, c'est la Révolution, on égorge les nobles. Tu penses que ça a un impact? Alors, je me prononcerai pas. Enfin, c'est une question compliquée historiquement. C'est sûr que la France ou n'importe quel pays est à un certain point le résultat de son histoire. Donc passé, évidemment que les événements historiques ont pu jouer un rôle. Mais je trouve que je dirais comme ça un petit peu. Tu vois, l'Amérique est quand même une civilisation assez nouvelle qui a plusieurs centaines d'années. Au-delà si on enlève nouvelle, les Indiens avant, à la conquête de quelque chose, peut-être on construit quelque chose, cette fierté. Oui. Donc il y a pas mal d'éléments, c'est ça. Non, tout à fait. Donc il y a l'élément, en effet, capitaliste dans une société ultra capitaliste comme les États-Unis, c'est beaucoup plus valorisé. Et c'est peut-être l'extrême inverse, où finalement tout le monde va passer son temps à parler d'argent jour et nuit, qui est un peu la France et les États-Unis par exemple sur ce point sont un peu les opposés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est beaucoup plus présent et prégnant dans la vision américaine par exemple, ou je dirais peut-être anglo-saxonne, donc c'est aussi peut-être les gens ont quand même un peu plus de culture de ce point de vue-là en Australie ou en Angleterre, mais ça veut pas dire que le contenu le niveau de connaissance est important pour autant. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a énormément de problèmes, énormément de gens qui sont surendettés, énormément de gens qui ont des produits financiers complètement, des produits horribles. Ça parle d'argent, mais ça veut pas forcément. Oui, ça veut pas dire qu'il y a une éducation financière qui est de qualité. Donc ça, c'est aussi la communication autour du sujet et l'importance que le sujet va avoir dans les interactions entre personnes. C'est une chose et c'est une autre chose en fait. Le niveau d'éducation financière proprement dit. Mais donc voilà, ça c'était un élément qu'on peut noter. Je pense que il y a aussi dans certains pays anglo-saxons où quand même on a un peu plus d'accès aux questions économiques ou à comptabilité par exemple au collège lycée un peu plus que par exemple en France. Donc ça, faut être directement spécialisé dans ces filières-là. Mais sans spécialiser. Aux États-unis, c'est voilà, c'est ça. Général. Alors je sais pas forcément en détail pour les États-Unis. Je sais que par exemple en Afrique du Sud ou ici il y a quand même certaines bases d'économie comptabilité qui sont fournies. Mais dans tous les cas, ça reste un peu très théorique et pas très relié aux besoins spécifiques des gens, parce que les gens quand tu parles de personal finance, c'est ok, comment je gère mon argent, comment je mets de l'argent de côté, comment j'investis, etc. Donc c'est quand même très différent d'avoir des notions théoriques d'économie et de supply, demand et balance sheet ou des produits, des caractéristiques financières de grosses entreprises. C'est quand même, il y a des concepts que tu peux réutiliser, mais c'est quand même assez différent. J'entendais quelque chose aussi récemment tu vois, il y a des grands fund managers de private equity qui managent des fonds toute la journée, mais après il y a leurs finances personnelles qui sont par exemple une catastrophe, ils gardent 1 million en cash sur leur compte, etc. Donc encore une fois, je te rejoins, les deux sont bien dissociés. Dans ces pays dans lesquels tu t'es aventuré, est-ce que tu as une idée un petit peu quelle région du monde tu dirais ils ont une éducation financière un peu plus importante? Qu'en est-il de l'Asie? Qu'en est-il de l'Afrique? Honnêtement, je ne prétends pas avoir une expertise sur le sujet. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait,
Éducation financière, c'est assez complexe parce qu'il y a énormément d'éléments que tu peux regrouper sous éducation financière, et donc ouais, j'aurais pas les éléments statistiques à fournir. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, en effet, de pays en pays, il y a quand même des grosses variations en termes de taux de savings, donc d'épargne. Donc ça, c'est quand même déjà c'est un bon début, parce qu'en fait, quand tu vois que à même niveau de revenus ou de pauvreté ou de richesse ou ce que tu veux, finalement il y a dans certains pays, dans certaines cultures, faut pas faire de généralisation, puisque c'est aussi à un niveau individuel que ça se fait avant tout. Mais statistiquement, t'as des pays où il y a des taux d'épargne beaucoup plus importants que d'autres. Donc typiquement, et ça, c'est en fait relativement directement lié avec un certain succès de croissance économique, de succès économique dans pas mal de pays. Donc typiquement, des pays comme la Chine, le Vietnam, il y a des taux d'épargne qui sont très élevés. Et donc malgré pour le Vietnam par exemple des revenus absolus qui sont relativement faibles au standard asiatique, si tu veux, même si c'est en croissance. Mais un des niveaux d'épargne élevés. Et l'épargne, c'est ça qui va permettre après d'être utilisé pour investir et pour croître le patrimoine à la fois au niveau individuel et au niveau d'un pays en fait. Donc ça c'est extrêmement important, et il y a d'autres pays qui ont des taux d'épargne plus faibles. Mais encore une fois, le taux d'épargne et le revenu, alors évidemment quand il faut vraiment pouvoir couvrir les bases, donc tout le monde a besoin de manger, dormir, etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une question de décision et de discipline dans la gestion. Et du coup, c'est pas parce que il y a un revenu qui est plus élevé qu'il va y avoir un taux de savings qui va être plus élevé, parce que ça va dépendre de toutes ces dépenses non nécessaires, luxury, plus ou moins luxury, mais qui sont en tout cas non nécessaires, donc qui vont influencer beaucoup le pourcentage d'épargne. Et Upworth va miser sur ces gens qui épargnent et qui ont envie d'avoir cette visibilité-là. Alors exact, en Australie, donc c'est un pays donc très riche quand même, avec une épargne, alors pas forcément une épargne, mais une richesse, un patrimoine élevé en Australie à l'échelle mondiale. Selon les bonnes conditions de vie, les bons loyers, il pourrait être parmi les premiers, au niveau mondial en termes de richesse médiane. Parce que c'est un pays quand même beaucoup moins inégalitaire que par exemple les États-Unis, donc avec des assets, des actifs, et donc il y a vraiment une valeur ajoutée importante à bien gérer son argent, surtout quand on a des montants en jeu qui sont plus élevés. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on a commencé par l'Australie. Et donc voilà. Cependant, il y a en effet beaucoup de choses à faire en termes d'éducation financière et en termes du coup d'amélioration de la gestion de ces fonds. Et c'est ça ce qu'on essaye de faire avec Upworth, et de vraiment de le rendre à la fois très personnalisé et connecté avec les données du marché. Donc l'idée, voilà. On arrive sur le voir après. Focusons-nous. Concentrons-nous sur le fondateur de Upworth, cofondateur Maxime qui est avec moi ici. On a parlé d'éducation financière. On va voir quel est l'impact de l'éducation financière sur tes motivations à lancer Upworth. Mais finalement, c'est qui Maxime? Il a fait quoi Maxime? Il a quel âge Maxime? Il a grandi où Maxime? Tu peux nous en dire plus un peu sur toi? Ouais, pas de souci. Donc moi, donc Maxime, c'est Chori, français à la base de nationalité. J'ai grandi en France. Après, j'ai pas mal bourlingué comme tu as pu Enfant voir. du monde. 31 ans. J'ai un background en fait, des études assez passionné par les relations internationales. Donc un premier master à Sciences Po à Paris, avec notamment des expériences à l'étranger. Donc j'étais à l'université de Chicago. C'était les voyages qui te motivaient un peu à partir. Oui, j'ai toujours été curieux. J'ai toujours bougé beaucoup, même en tant qu'enfant. Tous les 3 ans, changer d'environnement, de ville, etc. en suivant ma famille. Et du coup, j'ai toujours eu cette curiosité culturelle, en termes de culture, en termes de langage, en termes de géographie. Toujours passionné par tous ces sujets-là, et essayer de continuer à apprendre au cours des années, et donc à la fois de croître mes connaissances, mes études et ma carrière, mais aussi apprendre sur le plan perso, sur pas mal de sujets comme ça qui m'intéressaient. Et donc j'ai après un premier diplôme plus donc sciences politiques, affaires internationales, etc. C'était passionnant intellectuellement, mais j'ai réalisé que les opportunités en termes de carrière étaient un peu old school, je dirais, limitées, travailler dans des administrations, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est assez c'est pour un type de public spécifique, disons, qui a une tolérance à
la lenteur, à la hiérarchie, à l'autorité très différente de la mienne. Moi, je veux que ça aille vite, je veux que ça soit fun, et je veux pas qu'on me micromanage et qu'on me dise ce que je dois faire. Donc déjà, ça permet... Te voici dans Voilà, ton personnage. donc du coup, ça marche pas vraiment ce type d'institution. Et du coup, après, j'ai fait un MBA, des études de commerce entre l'ESSEC à Singapour et la Seoul National University en Corée. Très axé sur les voyages, tes choix un peu d'études. Alors, les choix d'études, c'était plus par rapport au contenu, mais en effet, une fois que j'ai décidé que je veux faire un MBA, j'essaye de dire, ok, bah quel est le choix du MBA qui va me permettre de continuer à apprendre sur l'aspect, de continuer à voyager et à apprendre, et du coup, le mix Singapour-Séoul était assez sympa. Exact. Et donc voilà. Et après j'ai fait du conseil en stratégie, du private equity, et j'ai été directeur de plusieurs startups en Asie. Donc ça correspondait. Le conseil, je l'ai fait principalement pour un peu accélérer ma carrière, un peu comme le private equity. Voilà, avec pour objectif d'être vraiment dans l'écosystème startup et de construire des équipes, des business, des produits, être un peu dans cet écosystème extrêmement dynamique où on peut vraiment avoir de l'impact, gérer lancer des produits innovants, manager des équipes motivées et jusqu'à en être addict. Alors addict, il y a comme une dimension un peu médicale dans le terme d'addict que je vais pas forcément valider, mais ouais, je pense que c'est important de trouver ce qui te passionne et les environnements et les types d'activités qui t'intéressent. Moi, ce que j'aime bien dans l'écosystème startup et early stage notamment, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. Tu touches à tout. T'es très, tu prends beaucoup de décisions, tu touches à tout et tu fais croître quelque chose par rapport à une volonté d'avoir un impact et d'améliorer un certain nombre de choses dans la société grâce à ce que tu fais, quoi. Tu mentionnes des points super pertinents, donc avoir un impact. Tu parlais, t'as toujours été quelqu'un de curieux, et je crois que voilà, pour être entrepreneur, il faut cette curiosité dans tous les cas. Pour en arriver aujourd'hui à Upwork, ce que je te propose de faire, c'est en 2 temps. D'abord, je vais te proposer de moi te pitcher Upwork. Okay. Tu me dis ce que t'en penses et tu me dis qu'est-ce que j'ai dit de faux. Et dans un deuxième temps, regardez, c'est ta mère, c'est validé. Ouais. Et dans un deuxième temps, je te propose de regarder donc les expériences dont tu parlais par le passé. Tu m'as parlé de Flash Coffee, tu m'as parlé de Zenroom. Ces expériences, voilà, comment elles t'ont forgé en termes d'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça t'a apporté, aussi d'entreprendre à l'étranger, de voir ces écosystèmes startup à l'étranger, comment ça t'a nourri. Et finalement, tu as eu ce petit passage, petit ou pas, en consultance, en private equity. Et voilà, regardez un peu s'il y a ces transferts de compétences vers devenir un entrepreneur. Top. Donc Upwork, c'est difficile aujourd'hui de gérer ses finances personnelles, même si on veut investir, il y en a par-ci, par-là, sur différentes plateformes, c'est tout désordonné, on n'a pas forcément une visibilité à plus long terme. Upwork, c'est la plateforme qui vous permet de centraliser toutes vos finances et d'avoir une vision plus long terme et afin de pouvoir gérer votre argent de manière plus sage, à bon escient. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'achètes Upwork? Bravo. Bah déjà, j'achète pas parce que ça va être un accès gratuit pour nos utilisateurs. Est-ce que t'investis dans mon pitch? Est-ce que j'investis dans Upwork? Bah, j'ai déjà investi pas mal de mon temps et de mon énergie. Des investisseurs externes ont aussi investi de leur argent. Donc ça, c'est bon, c'est sécurisé. Ok, nickel. Mais non, écoute, bah merci pour ça. Et je trouve que c'est un bon exercice. T'as couvert un élément vraiment important, en effet, que nous sommes dans Wealth Aggregator, notamment, c'est-à-dire qu'on permet en effet d'avoir une visibilité 360 degrés dans le One Dashboard to Rule Them All, où on peut voir en effet toutes ces sources d'actifs, ces investissements en propriété, ces comptes d'investissement, ces comptes bancaires, ces cryptos, tout peut être connecté et additionné dans son profil Upwork et donc avoir une vision de track en fait son patrimoine. Et après, c'est la première phase. Et après, évidemment, on essaye d'aller plus loin. C'est-à-dire, à part de ce track, on va vous permettre aussi de plan, donc d'avoir une vision, comme tu disais, long terme, pour quel est le Graal au final. Après, chacun a ses objectifs personnels, mais c'est l'idée d'atteindre l'indépendance financière, donc avoir croître suffisamment son patrimoine pour être
libre de décider quoi faire de sa vie. Et donc voilà, cette partie plane et la partie gros, quelles vont être un peu les tactiques, les stratégies et les tactiques et les techniques pour faire croître ce patrimoine. Donc ça donne vraiment des tips, des actions concrètes donc, voilà, à faire. on a une control tower en fait qui va te dire ok, sur cet élément-là t'es bon, sur cet élément-là il y a peut-être quelque chose à faire pour améliorer. Gamifier un peu les finances personnelles au final. Voilà, en effet, je pense que c'est comme tout, en le rendant clair et en le rendant fun, c'est comme ça que tu as le maximum d'impact, donc ça c'est sûr. Et en effet, après c'est un secteur assez régulier, tu peux pas faire n'importe quoi et recommander n'importe quoi. Donc nous on a aussi vocation du coup à matcher du coup les caractéristiques spécifiques des utilisateurs et les produits financiers dans le marché. Et on commence avec une classe de produits financiers qui sont les mortgage, les prêts, donc home loan, car loan, personal loan, et donc prêts personnels, prêts pour des voitures ou des logements. Et donc ça, on est certifié en Australie. On est en fait des mortgage brokers certified en Australie. Donc ça, vous êtes habilité à faire tous les types de recommandations que l'on veut sur ce sujet, évidemment basé sur des analyses et sur des connaissances. Ouais, non, j'allais en venir après sur ce point, l'aspect légal, je suppose, de parler de money management, peut-être encore plus en Australie qui réglemente beaucoup de choses. Ouais. Ça a dû être un sacré challenge aussi. Et toutes ces informations, je dois les entrer moi-même directement, ou il y a des espèces d'intégration avec mon compte bancaire, mon broker, Très très bonne question. Et donc l'idée, c'est de le faire évidemment le plus simplement possible et le moins d'efforts possible pour toi. Donc en fait, on va pouvoir connecter quasiment pour tous les types d'actifs directement connectés. À ton compte en banque, à ton broker de crypto. Ça c'est quoi? C'est mon compte en banque qui fournit une API pour... Alors en fait, comment ça marche? Il y a deux voies. Il y a la première voie, en fait, tu vas te reconnecter à ton compte en banque via ton compte Upwork et ça va le connecter. Et le deuxième, ça va être utilisant l'open banking, donc le régime de partage de données en Australie. Donc voilà, l'open banking en Australie. C'est un peu les deux manières en fait de connecter. Donc on va pouvoir connecter tes comptes crypto, tes comptes en banque, tes prêts, etc. Et ça, compliqué à avoir, c'est passerelle ou c'est vraiment libre d'accès? Il y a un peu de travail technique à faire. C'est aussi là où on veut apporter de la valeur. Génial. Mais c'est pas insurmontable. Et alors évidemment, la limitation que ça a, c'est que certains types d'assets, par exemple tout ce qui est les stocks, etc., en fait, on couvre le monde entier, on a 170 000 titres qui peuvent être ajoutés, connectés, etc. Après, sur certains domaines, par exemple les prêts, on a l'intégration parfaite en Australie, mais pas forcément dans d'autres pays. Donc c'est pour ça aussi qu'on commence avec cette approche australienne. Ok, génial. Pour en arriver à Upwork, il faut déjà se construire les épaules, un petit bagage entrepreneurial. Et je voulais te poser une question qui est, je te l'ai pas communiquée à l'avance parce que je trouve qu'elle est assez fun et en général c'est quelque chose que tu as pas forcément pensé. Mais qu'est-ce que tu dirais qu'a été ta première expérience entrepreneuriale? Ça peut être vraiment des toutes petites actions. À 14 ans, t'as vendu des t-shirts, ou si t'es américain, t'as vendu des citronnades à 50 centimes devant chez toi. C'est quoi ton... Et que les Américains qui ont le droit de vendre de la limonade? Non. Je sais pas, j'ai l'impression que je pense qu'il y a une loi en France qui fait qu'on n'a pas le droit parce que personne le fait. On a pas le droit, mais ça veut pas dire qu'on le fait pas, surtout quand on est gamin. J'ai jamais vu ça. Non, pour le coup... C'est le cliché un peu américain, tu vois. La petite cabane en bois. Mais je pense qu'il faut avoir un esprit, en effet, généralement l'esprit de hustler, l'esprit de... tu vois, de vente un peu, de pas avoir peur d'aller au contact et de vouloir partager ce qui est important pour nous avec d'autres, que ce soit pour des fins monétaires ou non monétaires, mais ça c'est important et c'est quelque chose, en effet, tu retrouves dans la personnalité des gens qui sont entrepreneurs. Je dirais pas que c'est le defining point ou quelque chose comme ça, mais oui, quand j'étais petit, par exemple, je voulais me faire un peu d'argent l'été, j'allais devant ma maison, il y avait pas mal de gens qui passaient en vélo, et je vendais des bouteilles d'eau que j'avais achetées au supermarché. En fait, c'était juste à la sortie d'une côte, donc les gens ils pédalaient pour remonter de la plage, en gros. Et ils étaient super fatigués, contents de te voir. Coup, ils arrivaient et il y avait un mec qui vendait des bouteilles d'eau. C'était safe parce que c'est des bouteilles d'eau fermées, donc voilà, je peux pas faire n'importe quoi. Confiance, et je peux prendre un petit premium par rapport à ce qui est vendu au marché, enfin au supermarché qui est à 3-4 km. Oh, je sais pas, entre 5 et 10.
5 et 10 ans. Moi, après, j'ai fait pas mal de projets quand j'étais au collège, lycée, j'ai réalisé des films et des choses comme ça. Enfin, genre, je pense que c'est plus généralement un drive, un enthousiasme et une volonté de tester des trucs, d'être curieux et de bâtir de construire des trucs, de mener des projets à bien, en fait. Je pense que ça, c'est en effet quelque chose qu'on retrouve chez pas mal d'entrepreneurs. Ok. Tu dirais que t'es quelqu'un de créatif? Parce que je trouve construire et la créativité, c'est quand même deux choses différentes. Ben, je sais pas si c'est deux choses différentes. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, quelqu'un qui va juste implémenter des process qui sont déjà faits, mais dans le monde entrepreneurial, finalement, tu dois pas seulement les implémenter, tu dois les créer et les implémenter. Donc, en fait, pour moi, mais tu sais, dans une équipe, on a tous un peu des pôles. Quelqu'un d'un peu plus créatif, d'autres un peu plus builder. Non, c'est vrai, non, c'est un très bon point. En fait, moi, je suis peut-être mal placé pour en parler parce que j'ai vraiment les deux m'intéressent. Je ne parle pas en termes de compétences ici. Je suis mauvais juge de mes propres compétences, mais plus en termes d'intérêt en fait et de goût. J'aime bien, j'ai beaucoup de goût pour la création. Que j'ai écrit un certain nombre d'anthologies, de nouvelles, des pièces de théâtre. J'ai réalisé des films. J'ai écrit T'as un peu tout fait au début. Hein. Ouais, mais je m'essaye à tout ce qui est fun, quoi. Et puis, curiosité, encore une fois. Voilà, curiosité et envie d'essayer, de créer. C'est une motivation intrinsèque, en fait. Il y a pas besoin de raison externe. Donc j'ai ce côté-là et en même temps, c'est vrai que j'aime bien aussi, le côté bulldozer, de foncer dans le tas et de faire avancer les choses avec ce qui a été, avec les idées initiales. Mais je suis d'accord qu'en fait, c'est assez rare d'avoir des gens qui ont ce goût un peu des deux côtés à la fois parce que parfois il y a aussi des tensions entre les deux et je les ressens en interne, ces tensions. C'est-à-dire sur la créativité, c'est vraiment, ça peut être je suis quelqu'un d'assez excentrique de personnalité, et donc voilà, la créativité ça requiert un peu d'excentricité, un petit peu d'être un peu de non-productivité aussi, je dirais. Voilà, parce que c'est moins tangible d'être créatif que de construire. Et je dirais que parfois... La productivité, je serais pas forcément d'accord parce que je pense qu'en fait, tu peux utiliser justement les méthodes du management, de la gestion, de la production, etc., à la créativité pour justement l'encadrer et en tirer le maximum. Donc ça, je peux... Mais t'es pas forcément au courant. J'ai l'impression, parfois, tu peux travailler 20 heures sur quelque chose et t'es content parce que c'est tangible, tu peux voir ce que t'as fait. Et parfois, t'as ce meeting de 3 heures où ça allait dans tous les sens. Et voilà, tu sais pas trop. C'est pas la créativité, ça, c'est un meeting de merde, mais parfois... je sais pas, tu vois. Non, après, non, mais là, je pense même tout seul, quand tu réfléchis, tu vois, parfois. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que quand t'es dans une phase d'ouverture en termes d'idées, que t'explores un peu toutes les options, tu vas pas avancer à fond sur une option. Ouais. Mais en fait, là, la productivité se mesure de manière différente. C'est-à-dire que là, pour le coup, tes objectifs sont pas les mêmes. Quand tu fais un brainstorming en équipe ou un brainstorming interne, la mesure de la productivité, c'est pas si t'as écrit 20 pages ou si t'as fait 40 process pour un point. Et comment tu mesures justement. Est-ce que t'as exploré un peu l'horizon d'options qui étaient à ta disposition et est-ce que t'as en effet, il faut avoir des manières de mesurer qui sont un peu plus flexibles puisque c'est justement les deux phases. T'as une phase d'ouverture où l'idée c'est d'avoir un maximum d'idées, d'échanger le maximum avec d'autres, d'avoir des et voilà. Et après, dans un deuxième temps, il faut juste, tu t'as pris ta décision et là, tu fonces sur ce que t'as décidé. Mais je pense que aussi, il faut pas forcément être trop dualiste sur la distinction parce qu'au final, même quand tu fonces, en fait, t'as fait le brainstorming, t'as choisi quelque chose, après tu fonces dans ce que t'as choisi. Mais quand tu fonces dans ce que t'as choisi, en fait, t'as énormément de décisions à prendre down the line et être créatif. Ça sert aussi justement pour continuer à avancer même sur un sujet assez précis, potentiellement technique. Je pense que la créativité, elle peut être utilisée à tout moment et sur un grand nombre d'activités. C'est pour ça que tu vois, genre les scientifiques, il y a beaucoup de scientifiques qui sont à la fois très rigoureux puisque pour développer des théories mathématiques, physiques, etc. Mais en même temps, il y a une dose de créativité qui est importante pour dépasser le modèle existant et aller sur un nouveau type de modèle. Donc super important, je pense les deux. Et en effet, par contre, je suis d'accord que parfois il y a des gens qui vont uniquement se trouver à l'aise ou plus se trouver à l'aise sur quelque chose de purement créatif. Je vois, il y a des artistes entre guillemets purs où parfois genre la partie discipline, la partie organisation est peut-être moins développée. Et à l'inverse, chez des gens qui vont être très très bien organisés, disciplinés, mais qui vont être très rigides du coup sur leur mode de pensée, ce qui va
peut-être leur éviter de développer un côté créatif. D'où la complémentarité dans une équipe, je dirais. Exactement. D'où la complémentarité dans une équipe. Mais de toute façon, genre, there is no free lunch, quoi. Donc c'est sûr que, genre, moi j'ai pris parti et j'ai choisi de développer les deux parce que les deux m'intéressent. Mais du coup, tu dois give up un peu des deux côtés. Je dois give up un peu les deux côtés. Je suis probablement moins créatif que si j'avais fait que des trucs créatifs et moins peut-être productif, enfin ou moins, je dirais, opérationnellement développé que si j'avais fait que des opérations très terre à terre, quoi. Non, clairement. Nickel. Cette tension entre l'efficacité, la concrétisation et la créativité, c'est quelque chose à essayer de balancer en temps entrepreneur. Il y a beaucoup de choses à balancer dans la vie d'entrepreneur. C'est toujours je dirais la vie de manière générale, un exercice de balance entre pas mal de forces opposées, et c'est toujours essayer de rester sur la corde et d'avancer, quoi. Non, je suis d'accord avec ça. Et parfois on avance et on arrive jusqu'à être managing. Enfin, t'aimes bien la transition. Ouais, côté très créatif. La créativité de la transition. Tu vois, tout comme toi, voilà, à la fois homme d'affaires, businessman, mais aussi artiste à ta manière, artiste en podcast. Et on arrive à être ce managing director de Flash Coffee, une start-up en Asie qui livre du café. Quels ont été tes chocs, comment t'es arrivé à là déjà, et par la suite, une fois que t'y es arrivé, qu'est-ce que tu as appris vraiment lié à cet écosystème asiatique, qu'est-ce qui t'a apporté, qu'est-ce qui a été différent et qu'est-ce qui a été dur aussi d'entreprendre dans un écosystème qui est différent du tien. Je sais que t'avais fait plusieurs expériences par le passé déjà en Asie, mais voilà, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui est vraiment différent en Asie et comment t'as dû y aller pour pouvoir ça fait beaucoup de questions. Mais c'est un peu des questions reliées, tu vois. Faut relier, tout est relié dans la vie, tout est relié. Faut juste être créatif pour faire les liens. Voilà, c'est ça. Non, et ça c'est un très bon point. Alors, jusqu'à quel point en fait on réorganise notre vie a posteriori pour expliquer la décision, et jusqu'à quel point je fais ça là parce que ça dans le feu de l'action, est-ce que c'était vraiment exactement de cette manière-là. Parfois on voit les significations après coup aussi. Et donc c'est ça reste lié à ça. Tu dirais que t'es quelqu'un t'es quelqu'un dans le feu de l'action, t'es quelqu'un d'un peu impulsif, ou tu prends un peu ton temps, t'es quelqu'un de plus posé. Je dirais qu'encore une fois, tu vois, il y a ces deux côtés. C'est une tension en fait. Je dirais que je suis de personnalité impulsive. Très bien y aller. On va vendre des bouteilles d'eau, on prend les bouteilles d'eau, on y va, quoi. Non, il y a un côté impulsif et sanguin, mais il y a aussi un côté, planificateur as well. Enfin, genre l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois. Je pense que intellectuellement, j'aime bien planifier puisque je vois les bénéfices de la planification. Ouais. Et en termes d'émotion, de personnalité, j'aime bien, je suis impulsif, quoi. Mais c'est, en fait, tu balances l'impulsivité naturelle par une planification intellectuelle, entre guillemets, pour atteindre tes objectifs au maximum. Alors, donc il y a beaucoup de questions, mais la première c'est comment je suis arrivé à Flash Coffee. J'avais déjà un peu présenté les études et tout ça, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais en effet, moi j'ai eu une première expérience en start-up en 2015 à Alger, donc chez Jumia Food. C'était super. Chez Jumia, okay. Ouais, au début de Jumia en 2015, il y avait une villa à Alger avec tous les fondeurs, etc., très multiculturel. J'ai grandi à Tunis, moi. Ah ok, ouais. Bah du coup on avait des collègues tunisiens, algériens, marocains, français. Génial. C'était très très multiculturel. Et très sympa, et donc il y avait une ambiance très aussi dynamique, hardcore, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, il y avait tout à construire en termes de business, donc c'était vraiment très 2015 fondé quelle année? 2000 je sais pas, quelques années avant, quelle année, mais en tout cas je peux te dire que on était encore au tout début du business. On avait déjà on avait toutes les ventures Jumia confondues en Algérie, avec il y avait déjà en fait c'était passé de 1 à 75 personnes en quelques mois. Ça, c'est un stage, Jumia? Ouais, c'était un stage d'été. Et pourquoi Jumia? Qu'est-ce qui t'avait attiré là-dedans? En fait, j'étais allé à un forum d'entreprise à Sciences Po, et il y avait un Rocket Internet, avait un stand, et j'ai parlé avec eux, j'ai bien aimé. Ils ont bien aimé mon profil, parce que j'avais fait notamment un programme à Saint-Cyr, donc le lieutenant de réserve de l'armée de terre en France. Donc ils aimaient bien ce type de profil, en se disant c'est la guerre, l'entrepreneuriat. Résilience entrepreneuriale, ça devrait matcher. Et en tout cas, je pense que finalement c'est la même chose, un peu la même
motivation entre guillemets qui m'a emmené dans l'armée et dans l'entrepreneuriat finalement. C'était pas pour le côté nécessairement militaire de l'armée, mais c'est plus pour le côté expérience, disons défi physique et psychologique. Un challenger quoi. Challenge, le goût du challenge. Et le goût de dépasser ses limites, push your boundaries et tout ça que tu retrouves dans l'écosystème entrepreneurial. Et donc c'est logique finalement qu'ils aient apprécié cette expérience. Et donc voilà. Et donc du coup j'ai la proposition du MD de Jumia Food en Algérie de le rejoindre. Et du coup je suis parti là-bas et j'ai découvert du coup cet écosystème startup. Et je suis tombé amoureux de l'écosystème. Et donc, dans ma tête, c'était plus en termes de, OK, quels sont mes next steps pour revenir dans l'écosystème, avoir le maximum d'impact et croître aussi au sein de l'écosystème. Et du coup, je suis parti, c'est là que j'ai fait mon MBA et qu'après, j'ai essayé de prioriser des expériences de private equity et de conseil en stratégie qui étaient des backgrounds qui étaient valorisés au sein de l'écosystème pour des postes à responsabilité. Donc c'est ça aussi qui m'a mené à faire du private equity à Abidjan et du conseil en stratégie à Casablanca. Mais avec cette idée que ça restait. Donc ça c'était avant d'aller partir en Asie faire les managing directors. Tout à fait. C'était avant. Et donc ça m'a permis de développer au plus vite un maximum de connaissances, compétences, hard et soft skills pour les mettre à profit au sein d'entreprises. Et c'est ça qui m'a permis notamment d'avoir mon premier job en tant que MD, qui était directeur de Zen Rooms en Malaisie pendant 2 ans à KL, avant de faire justement les 2 ans dont tu parlais à Flash Coffee. Ouais. Donc deux belles boîtes qui étaient aussi issues de l'écosystème Rocket Internet. Okay. Donc il y avait tout est lié un petit peu avec Jumia alors. Il y avait cette continuation là, hein, même si c'était pas du tout c'est pas du tout les mêmes boîtes quoi. Il y avait pas de continuité en termes de RH ou sûr. quoi, mais c'est plus. Si tu peux dire un mot sur Rocket Internet. Rocket Internet, ça a été un peu les. Bon après il y a différents points de vue sur le sujet. Moi j'ai beaucoup évolué dans cet écosystème, donc je vais avoir peut-être un point de vue plus positif que d'autres, mais Rocket Internet, c'est un incubateur de start-up avec un focus sur les pays émergents. Leur idée à la base, des frères qui est basé Samwer, où, Rocket Internet à la base, donc ça c'est listé au Berlin Stock Exchange. Et à la base, donc c'est 2 frères allemands, les frères Samwer, qui ont lancé ça. Je crois que c'est en 2009, voilà. Okay. Et avec l'idée de en fait faire s'inspirer des business tech qui marchent bien aux États-Unis ou dans les marchés matures comme Europe, États-Unis en gros, et de les développer dans les pays des équivalents mais avec des adaptations locales dans les pays émergents. Donc ils avaient une branche Amérique latine, Afrique et Asie principalement. Il y a quelque chose de nouveau qui a été développé à Abidjan, ça s'appelle M Studio et c'est un incubateur startup qui reprend tous les business qui ont explosé en Afrique de l'Ouest pour les reproduire en Afrique de l'Est. Non, l'inverse. Afrique de l'Est en Afrique de l'Ouest. Oui, mais voilà, c'est toujours, ça fait partie de un peu comment les choses fonctionnent. Et donc, mais eux, ils avaient été parmi les premiers à faire ça, Rocket Internet. Et donc ça, c'était un de leurs premières thèses. La deuxième thèse qui était très intéressante et qui est probablement une des raisons pour laquelle j'ai rejoint l'écosystème aussi, c'est qu'ils donnent des opportunités à des gens qui ont du drive, qui sont vraiment motivés de bosser à fond, d'avoir un maximum d'impact, et leur donnent des responsabilités. D'aller dans des startups. Et moi le côté attrayant, c'est ok, je vais pas aller m'enfermer dans un bureau à être sous-assistant d'un mec de 50 ans qui va me dire ce que je dois faire, mais on va me donner des responsabilités et je vais délivrer des résultats, et basé sur des résultats j'aurai une évolution et la boîte aussi évoluera. Un attrait pour le terrain, ou qu'est-ce que tu dirais? Ouais, le terrain, bah clairement, oui. Je pense que j'ai toujours, et en fait à la fois l'environnement, pour moi personnellement, en effet le fait d'être un environnement spécifique avec une culture, un langage spécifique, etc., c'est quelque chose qui motive, et en effet je pense qu'il faut, l'entrepreneuriat c'est un mix de pareil, tension comme tu disais, et là c'est une tension entre stratégie et implémentation. Donc il faut à la fois penser les problèmes en termes stratégiques, mais aussi penser les problèmes en termes vraiment opérationnels et de terrain, comme tu dis, de se dire ok, quelles sont les implications précises sur le terrain, comprendre les gens sur le terrain, les équipes, aller avec eux, passer du temps avec eux. Tu vois, par exemple, quand j'étais chez Flash, du coup je vais répondre après à la deuxième partie de la question sur Flash, mais
j'étais barista dans les cafés, je passais du temps avec les baristas pour voir comment ça se Parce passait. qu'il y a des gens, je pense que de nature, c'est pas quelque chose qui les aimerait, tu vois, d'être franchement. Ah oui, alors c'est ça, il faut on aime, on n'aime pas, ça c'est vrai. Moi, je pense que c'est essentiel pour le succès de vraiment comprendre, quel que soit, tu vois, c'est pas moi spécifiquement, le nouveau CEO de Starbucks, il a fait toutes ses certifications de barista, il a bossé de nombreuses heures en tant que barista, etc. Quand tu, genre, l'idée que tu vas aller piloter un business depuis des tours d'ivoire, ça c'est, enfin, pour moi c'est une grosse connerie, quoi. Il faut comprendre les détails, et comprendre, c'est pas uniquement comprendre les lignes sur le PNL de tel et tel magasin. C'est quelle est la vie des gens qui sont underground dans le téléphone tombe. Ah pardon, je vais pas être trop violent, mais voilà, je pense que c'est c'est pour le coup c'est une bonne pratique. Il se trouve que moi j'aime également le côté humain, enfin l'entrepreneuriat et le business, pour moi c'est pas juste des balance sheets et des partir à la rencontre, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre, des partenaires, des employés, des clients. C'est tout ça, c'est aussi une aventure humaine. Un gars avec une tenue indienne dans le hall avant de commencer le podcast. Exact. Non, il faut, je pense que voilà, c'est en effet important. À la fois, moi, ça me satisfait personnellement, et je pense que c'est nécessaire d'un point de vue business as well. Mais donc voilà, c'est un peu ça qui m'a mené en Asie dans des rôles de rocket, du coup de MD de start-up. Zenrooms donc d'abord dans Flash Coffee, et après dans Zenrooms. Non, Zenrooms d'abord en Malaisie, et après Flash Coffee en Indonésie. Et donc là, à ce moment-là, avec Zenrooms, qui travaille avec d'autres startups, c'est bien ça, hein? Zenrooms, donc en fait c'était un business assez diversifié, mais en gros c'était à la fois une chaîne d'hôtels budget pour l'Asie du Sud-Est, un OTA, donc c'est-à-dire un peu comme Booking ou Agoda, une source d'accès à des un portefeuille de logements temporaires dans la région, et des systèmes de gestion pour les hôtels, avec une gestion des opérations, des ventes, etc. Parce qu'il y avait un peu tous ces aspects-là. Et ça que t'as rejoint au début de l'aventure, ou j'ai rejoint en fait au niveau de la série A, et pour essayer de croître le business. On s'est bien développé, unfortunately. C'était donc dans le secteur de l'hospitalité, et le Covid est arrivé en 2020, et c'était un peu compliqué. On a vu du jour au lendemain nos revenus par exemple en Malaisie, qui sont tombés de 95 à 97% du jour au lendemain. Moins de vacances, lockdown, tous les hôtels doivent fermer, plus personne doit opérer. Bah voilà, à un moment donné t'as une marge de manœuvre assez limitée dans ces cas-là. Et pour arriver dans ce Zenroom, c'est toujours via Rocket. Via interview comme tout le monde, en fait. Mais t'as entendu parler de ça? J'ai vu ça sur des offres un peu par hasard, en fait, sur des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. J'ai postulé, et j'ai fait les entretiens depuis du coup Casablanca, depuis mon rôle en stratégie, et j'ai eu donc le founder qui a un peu qui a cru dans ma capacité à développer le business, et du coup il m'a fait venir à KL. Super. Gros apprentissage d'aller développer ce business là en Malaisie. C'est quoi clairement les grandes lignes, tu dirais, d'aller dans une culture que tu connais pas, travailler des gens qui ont une culture différente, des valeurs différentes. Ouais, en fait, je pense que comme toujours, c'est l'humilité et l'ouverture, quoi, et la curiosité, en fait. De toute façon, il y avait l'aspect culturel, il y avait l'aspect une industrie que je connaissais pas. Moi, j'avais fait des missions de conseil dans pas mal d'industries où j'avais pas vraiment touché à l'hospitalité. Je pense que il faut avoir une grosse volonté, une grosse capacité de travail. C'est le plus important. C'est, voilà, à partir du moment, en fait, si tu mets l'effort, si tu fais des efforts, si tu essaies de comprendre la situation, si tu parles aux gens, si tu vas sur le terrain, y a pas de raison que tu comprennes pas comment ça marche, quoi. C'est pas, peut-être à part des sujets très techniques, genre tu vas pas t'improviser rocket scientist en 2 semaines, mais genre la plupart des business, c'est pas forcément techniquement ultra compliqué, quoi. Mais par exemple, plus sur la partie collaboration, tu vois, avec des employés malaisiens, travailler avec des chaînes d'hôtels, avec sûrement des managers malaisiens, etc. Oui. T'as eu ces barrières un peu, ou?
C'est pas forcément une barrière. C'est encore une fois l'aborder avec humilité, essayer de comprendre les gens, et quand tu sais pas, bah demander quoi. Ouais. Les gens en général en fait, c'est comment tu te présentes aux gens, et comment en fait, à partir du moment où tu essayes de ajouter de la valeur pour les autres, il y a pas de raison que les autres n'aient pas une certaine bienveillance envers toi, et en fait, c'est même dans leur intérêt d'être bienveillant et de t'aider, parce qu'en fait, ils t'aident à ce que tu les aides. Donc moi, j'étais le directeur de cette boîte où on aidait les hôtels, et donc voilà, le plus ils m'aidaient, le plus j'allais les aider, quoi. Donc c'était gagnant-gagnant. Et il y a toujours des différences culturelles. Après moi, j'ai toujours été habitué à changer d'environnement. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand on dit à l'étranger, tu vois, par exemple, t'as pas mal bossé à l'étranger, mais moi, en fait, je suis même plus dans ce paradigme-là de qu'est-ce qui est à l'étranger et pas à l'étranger, quoi. Je me sens chez moi partout. Et ma notion de qu'est-ce que l'étranger ou pas. Alors oui, les endroits que je connais bien, auxquels je suis déjà allé, je vais me considérer plus à la maison, entre guillemets. Je sais pas, oui, quand je vais à Kel ou Jakarta, j'ai l'impression d'être peut-être un peu plus chez moi parce que j'y ai habité pendant longtemps, j'ai beaucoup de mémoires, de souvenirs, des choses comme ça. Mais ouais, la dimension qu'est-ce que l'étranger, enfin pour moi, il y a pas vraiment d'étranger, quoi. Je me sens un peu chez moi, j'apprécie un certain nombre de choses dans différents endroits. Donc l'adaptation, elle est là. Je dis pas qu'il y a pas l'importance de l'adaptation, il faut être très humble, il y a énormément de choses à apprendre. Mais encore une fois, finalement, le plus important pour s'intégrer dans un pays, dans une culture, dans une langue, en fait, c'est pas de forcément connaître cette culture et cette langue, mais c'est de s'y intéresser. Parce que vraiment, tu t'y intéresses, bah les gens sont intéressés de partager leur culture et leur langue, etc. avec toi. Donc en fait, ça devient beaucoup plus facile. Et je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est que la plupart des gens ne font pas l'effort, pour être honnête. Et du coup, même quand tu fais un effort, même si c'est pas incroyable, mais tu fais déjà beaucoup plus d'efforts que la plupart des gens. Par exemple, la plupart des autres étrangers qui sont venus dans ce pays. Et du coup, bah, tu pars déjà avec déjà en un fait petit edge, une distance d'avance. Alors qu'en fait, t'as beaucoup de retard évidemment par rapport aux gens qui comprennent bien le marché localement, mais t'as beaucoup d'avance par rapport aux gens qui sont perçus de la même manière que toi en tant qu'étranger. Et du coup, ça te facilite l'intégration et les relations business. Et je pense, bon, après, que ça dépend aussi, ça doit dépendre aussi de tout un certain extent de pays. C'est vrai que la Malaisie ou l'Indonésie, c'est des pays que j'ai trouvé, et le Maroc, enfin voilà, des pays très ouverts à la diversité, et où j'ai pas ressenti personnellement en tout cas, de problèmes liés à gérer ma nationalité ou mes origines. Donc voilà, je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. Il y a évidemment pas mal de facteurs, mais c'est pas insurmontable. Merci. Quel est l'état de l'écosystème startup en Asie? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a énormément de fonds qui vont vers l'Asie? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs locaux qui viennent de Malaisie, qui viennent d'Indonésie, qui entreprennent? Voilà. Quel dirais-tu? Quel est l'état de l'écosystème en lui-même startup? L'écosystème en Asie, c'est un très très large sujet parce qu'il y a vraiment énormément de sous-écosystèmes. Enfin, genre c'est une grande région, l'Asie, quoi. Donc clairement. Mais quelles il y en a que je connais pas. Toi, tu connais trop, le plus. Je sais pas. Asie du Sud-Est, je dirais, c'est un peu là où j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, Australie. Par exemple, je serais pas un spécialiste de l'écosystème en Inde ou en Chine, qui sont quand même deux marchés très très dynamiques et où il y a beaucoup de choses qui se passent. En Asie du Sud-Est, je connais un peu plus parce que j'ai travaillé au Vietnam. J'ai étudié à Singapour, j'ai du coup eu ces 4 ans d'expérience entre la Malaisie et l'Indonésie. Par exemple, tu vois, un petit une comparaison, ça peut être, voilà, tu vois, l'Afrique, il y a quand même cette différence entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, qui reçoit beaucoup plus de financement, beaucoup plus de projets. L'Afrique de l'Ouest, voilà, qui patauge encore un peu pour l'instant, quoi. Non, mais je comprends la question. En gros, ça a pas mal évolué ces dernières années en Asie du Sud-Est, mais bon, Singapour historiquement a été un peu le hub où tous les startups commençaient ou avaient leur headquarters et après ils se développaient dans des pays en fonction de leur stratégie. De plus en plus, il y a l'Indonésie et Jakarta qui vient un peu comment dire,
entrer en compétition avec cette hégémonie singapourienne, avec de plus en plus de fonds qui ont levé des fonds spécifiques à l'Indonésie, de plus en plus de startups indonésiennes qui sont quand même bien développées, de plus en plus, il y a quand même un pool de talents énorme avec aussi la population du pays, et il y a un vrai dynamisme entrepreneurial à Jakarta qui est assez puissant. Après, donc voilà, KL, c'est une capitale entrepreneuriale un peu plus limitée par rapport à Jakarta ou Singapour, mais il y a quand même des choses qui s'y font, et c'est quand même un environnement qui se développe aussi, parce que finalement il y a beaucoup de similarités avec Singapour, donc ils sont quand même une ligue en dessous entre guillemets, mais ça se développe. Ouais. Et le marché aussi alors le marché intérieur évidemment est beaucoup, et voilà, ça c'est quand même assez développé, donc c'est le deuxième pays le plus riche d'Asie du Sud-Est après la Singapour. Okay. Mais c'est un petit marché de 30 millions, donc c'est sûr 10 fois moins que l'Indonésie, donc c'est aussi la force de l'Indonésie, c'est aussi le dynamisme et la taille de sa population. Mais voilà, et après donc il y a quand même des places en Asie du Sud-Est qui sont intéressantes, genre la Thaïlande, Bangkok, il y a quand même pas mal d'écosystèmes start-up qui marchent, il y a des grosses, même des scale-up depuis longtemps qui basés à Bangkok comme Agoda. Donc ouais, c'est aussi une place assez intéressante en Asie du Sud-Est. Le Vietnam se développe aussi beaucoup, donc Ho Chi Minh. Les Philippines, c'est intéressant, c'est un assez gros marché, mais qui ne s'était pas développé pas vraiment développé jusqu'au Covid et un peu après. Et là, qui commence à un peu on entend vraiment parler des Philippines. Ouais, les Philippines, je pense qu'on va en entendre parler. Ils sont quand même quelques années de retard par rapport à l'Indonésie, par exemple, sur l'écosystème startup, mais je crois que c'est en train de se développer là, parce que voilà, on s'aperçoit que c'est quand même un marché assez grand, avec des gens qui parlent anglais, avec une croissance qui est intéressante. Donc ouais, il y a je pense des bons fondamentaux pour qu'une modernisation un peu de l'écosystème startup aux Philippines. Bon, après il y a des petits pays où il y a quasiment pas grand chose, comme Laos, Cambodge, Myanmar, avec la situation, avec la guerre civile. Est-ce qu'on peut avoir une approche une approche un peu plus global asiatique, ou c'est vraiment difficile, il faut vraiment s'adapter à chaque, tu vois, que tu lances au Myanmar ou au global Laos, asiatique, la région. Est-ce que voilà, il y aura vraiment un go-to-market qui doit être différent? Oui, chaque marché est vraiment différent, en Asie comme ailleurs d'ailleurs. Ouais, en mais Europe, après, si on prend, I get your point, si on prend un step back, les deux gros écosystèmes de start-up dans l'Asie, c'est quand même la Chine et l'Inde, quoi. Okay. First. Après, on a l'Asie du Sud-Est quand même avec Singapour, Jakarta, et puis quelques autres que j'ai mentionnés. Voilà. Et après, bon, évidemment, moi je connais pas trop l'écosystème en Corée du Sud ou Japon. C'est un pays qui a été assez connu pour avoir en fait énormément de fonds, énormément de grosses entreprises et un taux de start-up hyper bas par rapport à tout le reste. Ils sont très riches, très développés, ils ont tout, mais start-up ça a toujours été bas à cause notamment avec le manque de culture de développement de la culture entrepreneuriale, avec une culture corporate très hiérarchique. D'ailleurs, une auteure belge avait écrit un livre là-dessus à l'époque, Amélie Nothomb. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb. Auteur belge, qui avait écrit notamment Stupeur et tremblement, livre qui se lit bien très vite. Stupeur et tremblement, il me semble, sur son expérience dans le milieu corporate au Japon. Donc c'était il y a quelques années, mais très bon livre, ça se lit bien, 100-200 pages. Et donc c'est un milieu qui reste à moderniser, je pense que ça évolue, mais pour donner un exemple incroyable, quoi, un des plus gros investisseurs au niveau mondial dans les startups et scale-up, c'est SoftBank, qui est une banque japonaise basée au Japon, avec un directeur, Masayoshi Son, qui est donc lui d'origine coréenne, mais il est de nationalité, je crois, japonaise, et il est basé au Japon, etc. Et en fait, ils ont investi dans plein de startups en Amérique latine, en Europe, en Asie, en Afrique, enfin partout. Ils ont pas investi dans une seule start-up au Japon alors qu'ils sont basés au Japon. Okay. Ça te dit un peu le décalage entre le monde corporate au Japon et les start-up, mais j'espère que ça se développe, et il y a plein de gens évidemment qui ont du talent et qui vont probablement pouvoir se développer dans les années à venir. Donc ça c'est un peu une spécificité japonaise. Corée du Sud, je connais pas trop, enfin j'ai étudié là-bas, mais je connais pas trop l'écosystème start-up, mais je sais que c'est aussi relativement dynamique et il y a pas mal de fonds en fait, vraiment notamment coréens. Sud-Est, ouais.
Non, en Corée du Sud, ouais, il y a des activités. Ah oui, Corée du Nord, toi, non, ouais, c'est un peu Kim Jong-un. Non, je sais bien. Je disais la pour Startup toi Nation. vraiment beaucoup plus de compréhension pour la Oui, moi je partie connais plus l'Asie de du l'Asie. Sud-Est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notamment en Asie du Sud-Est, il y a pas mal pour le coup, il y a de l'argent en Corée, au Japon, etc. Donc en fait, ils ont investi aussi beaucoup en Asie du Sud-Est. En fait, en Asie du Sud-Est, il y a les investisseurs du monde entier qui viennent, c'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais. Il y a les investisseurs japonais, coréens, chinois, moyen-orientaux, européens, américains. Donc en fait, c'est quand même assez dynamique aussi comme écosystème, l'Asie du Sud-Est. Ok. Et dans cette expérience en Asie du Sud-Est, qu'est-ce que, si tu devais citer voilà, une chose vraiment qui t'a le plus challengé d'aller lancer ces boîtes là-bas, d'aller développer ces boîtes là-bas, quel serait voilà le takeaway principal de cette expérience C'est qui que t'a ouais, au mené principal challenge. Bah, Mais je dirais qu'un challenge apporte un apprentissage, donc tu vois. c'est vrai. C'est vrai. Même si parfois, ouais. Alors, en termes de principaux apprentissages, Qui t'aide je pense, probablement à ouais, je porter pense, la moi, casquette pour ce genre ouais, de... alors, je pense que là, je venais du conseil, donc c'était quand même plus un rôle de individual contributeur, de contributeur individuel, avec un travail d'équipe, mais où j'avais pas cette dimension ok. management d'équipe. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup appris sur le management d'équipe en gérant des boîtes de 5-6 personnes à 400-500 personnes. Un des transferts du consulting vers l'entrepreneuriat maintenant, tu dirais vraiment c'est cette partie teamwork. Ouais, enfin c'est la Développée. partie teamwork et gestion d'équipe et le côté humain et comment motiver, attirer les talents, motiver les gens qui sont dans ton équipe et les faire croître et faire croître la boîte avec. C'est un peu, je trouve, cette dynamique en fait qu'il faut que j'ai apprise, c'est que en fait, en t'intéressant à la fois aux gens et à ta boîte, en te focalisant sur la croissance de ta boîte, mais aussi sur la croissance des humains qui sont avec toi et qui veulent aussi croître. Et si tu permets en fait que les deux côtés soient, enfin que tu permets la croissance à la fois personnelle, professionnelle et la croissance de la boîte, bah c'est là où il va y avoir une synergie et où il va y avoir un niveau de achievement au niveau collectif qui va être vraiment impressionnant. Avec la croissance notamment qu'on avait pu avoir à Flash Coffee en Indonésie et Zen Rooms qu'on a eu avant l'arrivée du Covid. Ça s'est fini comment, Flash Coffee? Ça, c'est toujours d'activité sans toi ou Oui, tout à fait. Flash Coffee en Indonésie continue à se développer depuis que je suis parti du coup pour fonder Upworth. Pourquoi? En gros, j'étais MD de boîtes en Asie. Du coup, tu dirais ton apprentissage principal. Donc c'était le premier, donc c'était comme je disais sur la partie vraiment gestion d'équipe, motivation d'équipe et en fait ce qu'il faut c'est cette réalisation de l'alignement entre les objectifs personnels, professionnels et les objectifs de la boîte. En fait, essayer de vraiment de comprendre les motivations de chacun et de voir comment créativement on peut trouver un alignement entre les différents objectifs pour que les gens en fait se sentent vraiment heureux dans ce qu'ils font. Donc beaucoup d'écoute. Se réalisent, beaucoup d'écoute, mais l'écoute c'est pas souvent si on ne fait l'écoute active. L'écoute active, mais même si on ne fait qu'écouter, on va pas avoir grand chose. C'est aussi savoir poser les questions il y a quand même un certain nombre c'est comme ChatGPT avec les prompts, il suffit pas de lire ce que dit ChatGPT, il faut savoir qu'est-ce qu'on va lui demander et comment on va lui demander, etc. Donc je pense que c'est pareil pour les êtres humains. Savoir aller chercher. Tu t'y connais en tant qu'intervieweur de podcast. Si ton podcast tu faisais que d'écouter, mais que t'avais rien à dire, que t'avais pas une orientation à donner. Vas-y mec, je m'en vais. Je reviens dans 20 minutes. Moi c'est différent, je peux switcher les deux sièges et jouer ton mec, rôle. Non, j'ai vu que comment tu faisais ça. Mais non, mais voilà, donc ça je pense que c'est vraiment mon enseignement. Et oui, et je pense que les gens en général, nous en général avons tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut arriver à faire dans des environnements qui sont différents, compliqués, parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on a tendance à croire que c'est plus c'est plus compliqué ou c'est plus difficile que ça l'est parce qu'on ne connaît pas. Mais j'ai envie de dire, du coup, il faut se plonger dedans et en fait, on s'aperçoit que finalement, même sur un sujet, il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément s'intéresser à quelque chose ou avoir la confiance de faire quelque chose, la confiance en eux,
parce qu'ils vont dire ouais je connais pas ou j'ai pas d'expérience dans ce domaine. Mais en fait, tu l'apprends vite si tu poses les bonnes questions, si tu te poses les bonnes questions et si tu te plonges dedans. Et donc en fait ça je pense que c'est intéressant et c'est pour ça que en startup aussi voilà les gens et ça c'est un autre enseignement par rapport à ta question, c'est attitude. Alors évidemment il y a des jobs super techniques. Tu peux pas, tu peux pas t'inventer putain de développeur du jour au lendemain. Mais c'est vraiment pour la plupart des jobs qui sont pas trop techniques. L'attitude beats, experience for breakfast. Like one of the expressions, right? Like eats for breakfast, right? So attitude eats experience for breakfast. It's like j'ai des milliers d'exemples de gens, enfin des milliers peut-être pas, mais des dizaines d'exemples de gens qui connaissaient rien au sujet. Qui étaient totalement nouveaux, mais ils étaient, tu pouvais comprendre dans les entretiens qu'ils étaient smart, qu'ils étaient driven, qu'ils avaient vraiment cette curiosité, cette envie d'apprendre et de croître. Et du coup, et vis-à-vis de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans l'industrie ou dans le job, genre, la personne avec 10 ans d'industrie n'a aucune chance, quoi. Genre, ils vont, et je l'ai vu, c'est mindset first, quoi. Parce que, finalement, on a aujourd'hui beaucoup accès à plein d'informations qui sont publiques, quoi. Donc n'importe quel sujet, quasiment, tu peux. En fait, si tu fais les bonnes recherches, tu parles aux bonnes personnes, tu vas l'avoir assez rapidement. Et donc à partir du moment où t'es bien câblé, où t'as une certaine compréhension conceptuelle, que you learn fast, that's 10 times more important. Non, je suis d'accord. Ouais. Je pense que de toute façon avec un mindset, tu peux. J'avais aussi une quote dans ma tête. C'était aussi la confiance que tu peux avoir ces skills là, c'est beaucoup plus important que la connaissance que tu as. Je me rappelle plus exactement comment elle est faite, mais ça allait dans ce sens-là. J'aurais bien aimé pouvoir la ressortir comme ça, mais elle est un peu cachée. La prochaine fois, je vais y réfléchir. Je suis sûr que ce sujet va revenir dans une discussion avec les entrepreneurs, donc ça vaudra le coup. Je vais pouvoir la ressortir. Les compétences, c'est plus une question de confiance que de connaissance, ou un truc comme ça, qui m'avait un peu influencé. Tu quittes Flash Coffee. Pourquoi? Et qu'est-ce qui te drive à aller partir dans ce secteur de la gestion financière? Comment ça se passe pour monter ton équipe? Est-ce que d'abord tu rencontres les gens et après vas-y les gars, viens, on lance ce projet, ou c'est plutôt t'as d'abord cette idée, tu cherches un peu avec qui on peut le faire, est-ce que quelqu'un est venu te voir? Comment ce cheminement de venir ici à Sydney lancer Upwork s'est fait? Ouais. Donc déjà, non, moi j'ai adoré mon job chez Flash, les équipes, que ce soit les founders, les équipes en Indonésie qui étaient absolument incroyables, que j'ai construites et que j'ai fait croître, vraiment des équipes exceptionnelles, et super bon vibe dans la boîte, et super croissance en Indonésie. Donc c'était vraiment super, mais évidemment à titre j'avais une vision aussi plus long terme de quels étaient mes objectifs. Donc évidemment, quand on est directeur de startup, le next step, c'est de lancer sa propre boîte. C'était un sujet qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps, mais je m'étais pas trouvé j'avais pas trouvé forcément encore la bonne équipe, comme tu dis, les bons co-founders pour le faire. J'avais pas encore une vision claire de quelle allait être ma porte d'entrée dans ce secteur, etc. Et donc justement, ça s'est fait en discutant avec un ami de longue date, avec qui je me ton co-founder de maintenant, mon co-founder du coup. Parce que vous êtes 3 là, c'est Alex, ça, on est 3, donc le troisième, notre CTO, qui est super as well. Mais lui, du coup, il avait bossé avec mon cofondateur Alex. Donc Alex et toi, plus les backgrounds un peu business. Ouais, c'est ça, plus business. Donc lui aussi, il a fait pas mal de conseils. Il a fait du conseil en strat. Il a aussi été dans l'écosystème startup en tant que directeur de strat et dans une belle startup Series B au Mexique. Enfin aussi le côté assez entrepreneurial et assez voyageur entre guillemets, puisque il est aussi français à la base, mais il est maintenant australien. Il avait bossé au Mexique, etc. Okay. En quoi vous êtes complémentaires avec cet autre co-founder? Alors on est 3, donc le CTO est naturellement complémentaire de par ses compétences techniques. Et donc avec Alex, je dirais lui, il est plus du coup.
la différence, c'est que moi, j'ai passé beaucoup plus de temps en start-up, et lui, il a fait passer beaucoup plus de temps en conseil. Et qu'est-ce que Donc, ça en fait, apporte à donc votre ça, c'est startup, donc hein? justement la conséquence de ça, c'est que lui, et puis aussi voilà, en termes de personnalité, lui, il va être beaucoup plus avancé sur ses compétences techniques, conseil. Donc, par exemple, modélisation financière. Donc, il est excellent dans tout ce qui est modélisation financière. Donc, s'il est plutôt le côté là, CFO, dans tout ce qui est, par exemple, CPO, tout ce qui est les détails de développement du produit, parce que la vision Plus design, minutieux, un peu. voilà, la minutie, etc. Et puis après, au-delà de la minutie, le côté aussi stratégique, où il a une profondeur stratégique aussi très très importante. Moi, j'ai plus la dimension Go, on y va. opérationnelle, donc comme je disais, bulldozer, seul, mais aussi la On partie casse la porte, on y va, c'est parti. voilà, et la partie aussi commerciale, ouais, donc c'est lié opérationnel, mais aussi Ouais, commercial, marketing, growth, ok, ok. donc toute cette Pourtant, cette t'as aussi fait dimension-là. ton temps hein, dans le conseil. Oui, donc c'est ça, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'aussi en fait ça nous permet d'être De vraiment comprendre aussi aussi, alignés, de se comprendre mutuellement. De toute façon, en tant que cofondeur, il faut qu'on soit un peu, qu'on ait la vision 360 et qu'on ait une maîtrise minimum sur un peu tous les sujets. Mais voilà, ça nous permet aussi de chacun se focaliser sur des choses différentes et d'apporter le maximum de valeur. Qu'est-ce que tu dirais si, par exemple, quelqu'un a fait principalement du conseil dans sa carrière et partir directement sur l'entrepreneuriat, ça peut être compliqué, peut-être ce manque d'aller directement au bulldozer? Ou ça dépend Pas aussi, forcément, voilà, des cofounders? pas forcément, c'est une question aussi de personnalité, il y a plein de facteurs. Donc Alex n'a pas ce problème-là, puisque lui, du coup, il a passé 3 ans dans une startup, donc aussi, ouais. il a déjà fait cette transition, de la même manière que moi aussi, après comme ça, j'ai fait cette transition en tant que MD dans l'écosystème startup avant de devenir founder. Mais honnêtement, j'évite je pense pas qu'il y a forcément de recette toute faite, à quel est le parcours idéal pour faire ci ou ça. Ça va vraiment dépendre. Faut être ouvert aux opportunités. Faut être voilà, essayer de comprendre les choses, de rencontrer des gens. Enfin, toutes ces choses-là. Enfin, toutes ces en fait, il y a différentes portes d'entrée à l'entrepreneuriat. Tu peux te lancer parce que tu as rencontré quelqu'un et que tu trouves que c'est la bonne personne et du coup vous lancez un projet ensemble. Tu peux te lancer parce que tu as une idée et après avec cette idée tu vas convaincre des gens de te rejoindre et tu te lances. Tu peux le faire parce que tu as été contacté par quelqu'un et tu as envie de rejoindre un projet. Genre, il y a plein de manières. En fait, c'est plus savoir quand tu analyses la situation, est-ce que c'est le bon moment, la bonne personne et le bon angle d'attaque, et après tu te lances, quoi. Mais je pense que le plus important, c'est avec qui tu le fais, numéro 1, parce qu'en fait, t'as toujours des pivots, t'as toujours des problèmes où tu dois changer d'approche. Moi, le plus important, c'est avec qui tu lances. Je pense que lancer tout seul, c'est c'est beaucoup plus dur, et c'est surtout, et je pense que c'est aussi dommage parce que, c'est quand même une belle aventure, c'est bien de la partager. Ça. On dit que ton co-founder, tu le verras peut-être plus que ta femme et tes enfants, donc c'est comme si tu le maries. Voilà, non, mais il y a une certaine il y a une certaine relevance to that, que dans le sens où donc c'est en fait super important que tu t'entendes vraiment bien avec la personne. Donc en fait, comme tu dis, il faut idéalement qu'il y ait à la fois cette complémentarité qui va te permettre d'avoir le maximum d'impact au niveau de ta boîte, mais aussi que tu te retrouves, que que tu partages des valeurs, un certain sens de du travail, la vision, de ce que vous avez envie, la work-life balance aussi. Voilà, un peu tout en fait pour que ça matche, pour que en fait tu puisses aller à travers tous ces obstacles avec le sourire et en kiffant quand même l'expérience, quoi. Ah, okay. C'est comme un mariage, au final. Un peu comme un mariage. Ouais, moi, je suis pas un spécialiste de mariage, n'étant pas marié, mais sûrement, si tu le dis, toi, t'as l'air d'être. Je sais pas. Je sais pas, ça pop comme ça dans ma tête, ça. Et pourquoi donc, d'abord, t'es co-founder. Donc, tu m'as dit Alex? Alex et Carlos. D'abord, Alex, vous en discutez. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On lance quelque chose? Ouais, c'est ça. En gros, avant même l'idée de Power. Ouais, en fait, on était tous les deux en même phase de notre carrière où, en fait, on voulait passer au next step. On était dans les équipes, si tu veux, exécutives de grosses startups. Flash Coffee dans mon cas, donc Luna, or The Brands, le koala mexicain dans son cas. Et donc voilà, on voulait lancer notre propre business. On pensait qu'il y avait quand même une bonne complémentarité, qu'on s'entendait bien, qu'on pourrait être une bonne équipe. Et après, du coup, on a parlé de différentes idées. Et donc, cette idée-là est plutôt venue du côté de mon cofondeur qui, ayant été en Australie, avait un peu vu les pain points du marché en Australie. Voilà, on est parti de là et après, on a développé ensemble
ce qui est devenu Upwork. On était... Donc de base, c'est un peu, voilà, vous étiez en contact parce que vous êtes des vieux amis. Ouais. Et, Et en fait, on avait failli aussi travailler ensemble il y a 2 ans. Avant que je parte chez Flash, j'avais hésité entre Flash et cette option-là au Mexique, de les rejoindre pour un projet. Donc vous avez toujours été un peu en contact. Donc, voilà, on est toujours resté en contact. Où on a vu qu'on se suivait un peu, voilà, de ce que les uns et les autres faisaient. Et donc là, on a vu que, on n'avait pas réussi à matcher, genre, 2 ans auparavant. Et que là, c'était une opportunité. Voilà, et donc ça a mené à Upwork en passant par Worthwise. En fait, on a déjà, alors qu'on est très jeune, on a eu 3 noms. On a voulu commencer. Ça a commencé quand tout ça? Alors en fait, tout ça, on a. T'es encore chez Flash, mais vous avez commencé à en parler. Septembre 2022. Ok, donc il y a après, 1 an, 1 mois là. Okay. Ouais, et après on a commencé à s'y mettre un peu sur le côté, à côté de nos tafs à partir du début de l'année. T'as quitté quand Flash? Et j'ai quitté Flash en mai, je suis venu directement ici en Australie. Ok, donc t'as quitté Flash il y a 3 mois là. Ouais, un peu plus là, c'est mi-mai, mais... Ouais, 4 mois, 4-5 mois, ouais. Et donc les 6 premiers mois, enfin 6-7 premiers mois, tu travaillais à Upwork, Worthwise, sur le side de Flash. Exact, voilà, as like on weekends, at night, and things like that, yeah. Ok. Et l'ambition à ce moment-là, c'était, voilà, s'il y a un truc qui vraiment me chauffe, je pars full time plus tard, ou c'était plutôt de faire un side project avec... Non, l'idée c'est que, on avait quand même l'idée que ça allait marcher, qu'on allait atteindre nos objectifs, et qu'on allait pouvoir continuer ça full time. Du coup, on a réussi à lever de l'argent. Okay. Du coup, ouais, et quand on a levé suffisamment d'argent pour ce projet, je suis venu... Donc là, tu m'as dit, là, au jour d'aujourd'hui, vous avez levé 1 million. Alors, je peux te le dire maintenant, vu qu'on va... Ah, je peux l'enlever au montage, si tu veux. Je peux l'enlever au montage. Que nos auditeurs le verront. Ah, ok, parce que c'est le 30 novembre que ça sera annoncé? Non, j'ai pas la date exacte, mais celui-là, oui, en tout cas, oui, on a levé 1 million de dollars australiens, et du coup, on est capable et on va lancer notre produit bientôt. Félicitations pour ça. Et ça, c'est basé sur quoi? Sur des slides, au final? Sur votre expérience, sur votre passé, mais c'est ce qu'on appelle un pré-seed. Donc c'est un investissement pré-seed auprès de business angels. C'est basé en effet sur, avant tout, je dirais dans l'ordre, parce que les slides ça vient pas en premier. Avant tout, c'est quand on investit à ce niveau-là, et j'ai moi investi dans des boîtes qui étaient à ce niveau-là de maturité. C'est avant tout l'équipe. Quelles sont les personnes qui vont lancer le projet, l'équipe, le marché, voilà. Mais je pense dans l'ordre. Non, mais dans l'ordre, c'est l'équipe. Ouais. C'est l'équipe. Ensuite, c'est en effet le projet, le marché, donc qui peut être véhiculé via des slides notamment. Voilà. Et une première première vision du produit également, mais qui était évidemment pas finalisée. C'est quoi? C'était un prototype voilà, qui montrait l'utilisation de la plateforme. C'est ça. C'est un prototype avec des wireframes de notre vision du produit. Et donc on a développé ce produit et là on va le lancer. Donc du coup, quand nos auditeurs nous verront, ça sera déjà live. Et donc je les invite à se rendre sur upwork.com.au pour finalement atteindre l'indépendance financière au plus vite. Tout le monde peut utiliser ça partout sur Terre? Oui, oui, avec quand même plus de bénéfices à l'heure d'aujourd'hui pour ceux qui sont en Australie. Ouais. Ok. Mais voilà, ça peut être testé, utilisé de partout. Tu peux m'en dire plus sur le prototype que vous avez montré au moment de la levée? Qu'est-ce que vous avez créé? Relativement simple, évidemment, puisque ça nous a pris pas mal de temps et puis différents investisseurs sont arrivés à différents moments, donc ils ont vu des versions légèrement différentes du produit, mais c'est pour ça qu'on appelle un pré-seed, c'est-à-dire c'est pré-product, quoi. Seed, ça va être post-product, donc notre prochaine levée, et après série A, série B, etc. Ok. Mais j'ai quand même l'impression qu'1 million de dollars australiens pour un pré-seed, c'est quand même un bon premier round, non? Non, on est content du montant. C'est bon, ça arrive que ça soit. En fait, ça dépend de pas mal de facteurs, de ces des VC qui rentrent. Je veux dire, ils vous font bien confiance. Vu qu'il y a pas, tu vois, il y a pas encore de produit, il y a pas encore de traction démontrée. C'est pour ça que je disais, c'est des slides. Avant tout, c'est un bet sur l'équipe et sur la vision. Ouais, non, vous avez pas un passé incroyable qui augmente les chances de succès de Porsche. Ouais, après, c'est sûr que les startups, il y a un taux de ça dépend beaucoup des failure founders, qui est très élevé, mais en tout cas, ils ont eu raison de nous croire. Capable de lancer un produit puisque on va le lancer, enfin il a déjà été lancé maintenant, donc finalement on a délivré sur cette partie produit. Et l'argent que vous l'avez déjà reçu pour développer ce produit, ou ça vous l'avez développé ça coûte de l'argent de développer un produit, il y a pas mal d'aspects techniques, le développement, etc. Ok. Et là, ce mois-ci, c'est quoi qui va être lancé? Ça va être la plateforme complète où tout le monde peut commencer à utiliser, ou il y a déjà eu du bêta testing avant?
Bah oui, il y a eu un petit peu de bêta testing avec une liste limitée d'utilisateurs, et là, donc, c'est ouverture au grand public, ouais. Ok. Pour décortiquer vraiment, voilà, comment on fait pour lancer ce projet, c'est pour ça que j'aimerais bien un peu deep dive dans ce prototypage, ce bêta testing que t'as fait. Voilà, comment ça se passe vraiment en pratique? Tu mets des gens devant un ordi, tu regardes ce qu'ils font pour optimiser l'expérience. Ouais, on partage. Comment on le apprend? bêta testing, c'est pas rocket science, hein, c'est genre à partir du moment où t'as un produit, tu sais qu'il est pas parfait, qu'il y a quelques trucs qui sont pas forcément fully optimized, mais tu peux quand même le partager avec des gens et leur donner un accès et dire ok, bah allez-y, testez le produit, donnez. Et ces gens-là, tu les choisis comment? Random, des gens que tu connais? Il y a différentes techniques. Nous, on s'est senti plus à l'aise vu que c'était en cours de finition de le faire avec des gens. En fait, je pense aussi, il faut que ce soit des gens qui soient intéressés par ce que le produit va délivrer. Et puis des gens. Nous, dans notre cas, on a choisi des gens qu'on connaissait pour voilà parce qu'on savait que ça les intéressait, qu'on savait qu'ils allaient nous donner des retours. Et après, bon, les grosses boîtes, type Google et compagnie, bon, quand ils font du bêta testing, c'est pas vraiment le même type de bêta testing que nous. De bêta testing avec 10% de leur user base, ok, d'accord. Enfin, genre, malade, ouais, c'est des millions de personnes déjà pour le bêta testing, donc il y a bêta testing et bêta testing, quoi. Ah, clairement. Et combien d'users au total qui ont un peu testé? Je crois que c'est une cinquantaine. C'est dans la dizaine. Ouais, une dizaine, ok. Ouais. Et à chaque fois, vous travaillez avec Carlos pour développer cette... Après, on prend les retours, ça veut pas dire qu'on va faire tout ce que vont nous dire les gens qui ont testé, mais on prend les retours, on voit les retours que tout le monde donne, les retours que une personne donne, les retours, et puis on utilise notre propre compréhension du produit et de notre vision pour filtrer les bons commentaires. Enfin, il y a pas de bons, il y a que des bons commentaires dans le sens où c'est toujours helpful d'avoir des retours, quel que soit le contenu du retour. Par contre, voilà, il faut utiliser des filtres et on va pas appliquer bêtement tout ce qu'on reçoit, surtout statistiquement, il va y avoir des commentaires opposés, évidemment, puisqu'il y a aussi la côté personnalité et caractéristique de chacun. Donc quelqu'un va te dire de faire quelque chose, quelqu'un va te dire de faire le contraire. Tu peux faire les deux en même temps. Il faut choisir. Donc ça, c'est ça aussi l'intérêt d'avoir une vision business et une vision produit en interne et de prendre les décisions. Et c'était quoi les gros arguments pendant ces levées, dans ces slides, il y avait quoi? Donc il y a ce prototype voilà qui montre un peu ce que vous voulez faire, mais voilà il y a pas encore vraiment de personnes qui l'utilisent, il y a pas encore vraiment de traction démontrée avec ce que vous avez fait. Il y a d'autres choses qui ont été faites voilà dans le marché pour démontrer, mais c'était quoi vraiment les voilà ce qui a convaincu? Non, je pense que drive, en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les investisseurs, enfin toi et moi, n'importe qui, on va prendre des décisions basées sur notre propre modèle de décision. Qui va être différent le mien va être différent du tien, va être différent de chacun. Donc chacun a ses points d'importance qui vont être différents basés de son expérience, ses connaissances, sa profession, etc. Donc il n'y a pas forcément de reason, tu vois, qui va s'appliquer à tous. Mais clairement certains vont être convaincus de l'équipe. Le point commun, c'est en fait il y a pas le choix, quoi. Si t'investis dans un projet de startup early stage comme ça, il faut que tu crois dans l'équipe. Ouais. Parce que si tu crois pas dans l'équipe, t'as absolument aucun intérêt, c'est déjà extrêmement risqué, t'as aucun intérêt d'investir. Donc le seul point commun, je dirais, que tu peux trouver à tous les investisseurs early stage, c'est vraiment leur bet sur l'équipe. Beaucoup plus tard, dans les levées série A, série B, ça se trouve, il y a des gens qui vont investir même s'ils s'en foutent de l'équipe. S'ils disent, ok, je vais investir et je vais remplacer il y a une traction de fou. Et voilà, je m'en fous de l'équipe, je vais les jarter, quoi. Ça peut être, enfin, t'as des VC qui font ça. Donc, voilà, mais là c'est différent. Ça doit être le point commun de tous les investisseurs. Après, tu vois, il y en a des gens qui vont être plus le marché ou plus j'aime vraiment la vision du produit ou oui, je connais tel produit dans d'autres marchés et ça et je crois vraiment que ça va marcher en Australie. Enfin, chacun a ses propres thèses. Donc ça c'est sûr, mais clairement, on avait des produits qui avaient un positionnement un peu similaire à ce qu'on fait dans d'autres marchés qui avaient été plutôt successful et donc ça peut en effet aider à faire comprendre que même si on n'a pas encore de produit, on n'a pas encore de clients, il y a quand même une forte chance que on ait des clients. Parce que, encore une fois, de l'équipe, de votre expérience passée, votre habilité à pivoter, votre habilité à, et aussi que la vision qu'on a du produit a été plus ou moins, donc je dis plus ou moins parce qu'il y a quand même des différences, mais a été plus ou moins réalisée avec succès dans d'autres marchés. C'est, comme tu disais, ton modèle du studio M en Afrique qui voulait reprendre certaines idées qui marchent en Afrique de l'Est pour les appliquer en Afrique de l'Ouest. Donc Afrique de l'Est, c'est différent, des environnements différents, mais bon, il y a quand même une certaine probabilité pour que quelque chose qui marche à un endroit avec quelques ajustements et modifications évidemment marche aussi dans un autre endroit.
Et là, c'est que des business angels, pas de fonds. Pas de fonds, des personnes qui Australiens investissent ou un peu partout? à titre individuel, qui peuvent être liés à des investisseurs, mais ils investissent à titre individuel. Donc ouais, principalement des gens justement des investisseurs, donc plus investment banking ou private equity. En Australie? Alors, je finis, des consultants, donc des partenaires de différents McKinsey, de différents fonds de consultants, et des entrepreneurs de startups successful. Et donc, par rapport à tes questions, en termes de géographie, à la fois Australie, et à la fois du reste du monde. Que vous connaissiez, un peu des deux, que vous êtes allé voir, on a ce projet, ça... Un peu des deux, mais voilà, de gens de notre réseau, je dirais, réseau agrandi, quoi, des gens qui vont avoir entendu, qu'on va avoir targeté parce qu'on pense qu'ils peuvent être intéressés par ce type de projet. Petite allocation stratégique, un peu de l'expertise de chacun, Voilà, on est allé sur notre réseau, les gens qui avaient une exposition à ce qu'on faisait, à ce qu'on a pu réaliser. Vous avez choisi un peu vos investisseurs aussi pour ce qu'ils pouvaient apporter au-delà du capital en termes. Oui, c'est toujours c'est important évidemment de voir d'avoir des profils un peu variés qui peuvent apporter de la valeur à la boîte au-delà de l'investissement financier. Ouais. Même si ça veut pas dire que chaque personne ou chaque fonds, même dans la pratique, il y a beaucoup de fonds VC qui font de la com autour de leur mentorship des entrepreneurs, mais en gros ils font rien, donc ça il faut aussi être assez réaliste que il y a de la valeur dans l'apport de capital, il y a de la valeur dans l'advisory, et tout le monde ne peut pas faire de l'advisory sur tout, et tout le monde n'a pas forcément le temps non plus à dédier là-dessus, donc il faut être aussi réaliste et considérer que si les gens investissent dans ta boîte, c'est aussi parce qu'ils te donnent le boulot, quoi. Et en tant que founder, c'est toi qui bosses, quoi. Genre, donc il faut bulldozer. Non, mais voilà, mais à un moment donné, tu peux pas outsourcer ton travail à tes investisseurs, quoi. C'est normal. Ils te payent, ils investissent pour que tu fasses le taf. Mm-hmm. Lancement fin du mois. Après, comment ça se passe? Ça va être qui ton client? C'est les grands partenaires de grosses boîtes, le monsieur, madame tout le monde qui a un job par exemple, c'est d'autres entrepreneurs. Ça va être quoi? Il y a une idée? Je pense qu'il y a un marché assez large, mais dans l'idée, c'est en effet les gens qui se retrouvent à un moment donné dans leur vie, hein, donc là avec le début en travaillant sur l'Australie, qui se disent ok, je me suis bien amusé, j'ai fait j'ai pas vraiment géré mon argent jusqu'à maintenant, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de commencer à gérer mon argent de manière sérieuse, voire un peu à long terme. Je pense au moment où je vais peut-être prendre ma retraite ou travailler différemment. Je vais peut-être commencer à investir dans l'immobilier, acheter une maison. Je vais peut-être commencer, je suis peut-être à la phase où je vais me marier ou avoir des enfants. Et où du coup il y a un besoin quand même pour un peu structurer son approche d'un point de vue patrimoine. Qui tackle la crise de la trentaine. Voilà, exactement. Non, mais en gros, c'est ça. Donc, de late 20s jusqu'à les 50s et 60s, why not? Mais avec un focus, dans les trentenaires et les quarantenaires, qui veulent vraiment améliorer la manière dont ils gèrent leur argent, et prendre les bonnes décisions en termes de gestion de patrimoine. Okay. Et là, pour l'instant, sur le marché australien, est-ce qu'il y a d'autres options? Et si oui, qu'est-ce que Upworth approche? Non, la raison pour laquelle on l'a lancé, c'est qu'il n'y a pas de compétiteur direct de ce qu'on fait. Évidemment, on fait pas mal de choses, donc il y a des acteurs spécifiques sur chacun des éléments spécifiques. Donc on n'a pas vocation à réinventer toute la finance en Australie. Il y a des gens qui font du stock, du trading ou des cryptos. Enfin, on va pas les remplacer, quoi. On va permettre de tous les connecter dans notre plateforme et d'empower people pour mieux gérer leur argent et avoir atteindre plus rapidement l'indépendance financière. Donc voilà, c'est notre positionnement, un positionnement unique sur le marché et un positionnement qui on pense va apporter de la valeur aussi. Okay. Comment vont se passer tes sales? Ça va être vraiment très général ou ça va être plutôt target en termes d'attraction, d'acquisition de clients? Dans la pratique, tes early adopters, tu connais la courbe d'adoption, en général, c'est des gens qui ont un intérêt quand même pour le sujet. Donc ça veut pas dire forcément qu'ils sont des spécialistes du sujet, tu vois, mais ça veut dire qu'il y a un intérêt, qu'ils se disent ok, ils sont curieux il y a une curiosité psychologique pour j'ai besoin là, à ce moment-là dans ma vie, de m'intéresser plus à ça. Donc évidemment, tu peux targeter via. Et comment on les trouve ces early adopters? On les trouve par exemple toutes ces communautés, par exemple, qui sont que ce soit sur je sais pas, Facebook, les social media, etc.
les gens qui vont suivre un certain type de médias liés à ça, la personal finance, qui vont aller sur des groupes Facebook de gestion financière, d'investissement, de FIRE, donc Financial Independence Early, donc des gens qui veulent gérer leur argent mieux. Tu vois, tu vas avoir aussi, tu peux aussi l'attaquer sous l'angle un peu quand même démographique sur les gens qui qui ont des jobs où ils ont une carrière qui marche plutôt bien, mais ils sont relativement jeunes et du coup ils veulent un peu penser à leur stratégie patrimoniale. Enfin, il y a pas mal d'angles d'attaque pour trouver ces gens, mais in fine, dans tous les cas, t'as toujours un taux d'erreur, quoi. Donc et un taux de gens que tu vas pas atteindre en fait. Donc tu vas essayer de faire des hypothèses sur quels sont les pools de gens qui pourraient être intéressés, et puis après il y aura une partie de ces gens qui vont l'être et qui vont te rejoindre. Et Upwork, comment ça marche? C'est un abonnement qu'on prend, on a d'abord une version gratuite. Ouais, donc en fait l'idée c'est qu'il y a une version gratuite pour tous et qui va être lancée cette année du coup, qui est lancée, et la deuxième il y aura une version premium avec des features plus avancées qui va être lancée l'année prochaine, et là qui sera du coup payante avec une subscription mensuelle, et puis le deuxième un peu aspect business monétisation, on va fournir des produits financiers, donc comme je disais les mortgages, etc. Et du coup on est payé par les banques pour faire ce service. Ce qui est cool, c'est en Australie, c'est gratuit pour les clients. En fait, c'est pour ça que 70% du marché du mortgage en Australie est intermédiaire, c'est-à-dire est fait par des brokers. Parce qu'en tant qu'individu, j'ai tout intérêt à prendre un broker. Parce que le broker, il va faire le travail pour moi, il va faire toute l'analyse, il va comparer les banques, comparer les offres, et je vais pas devoir le payer puisqu'il est payé par la banque. Donc, alors que la banque, elle va vendre que ses produits à elle, donc elle a un biais pour te faire une proposition de valeur qui n'est pas la meilleure. Donc, voilà, c'est un peu notre approche de la monétisation. Pour boucler la boucle avec Upwork, il y a beaucoup de choses qui se passent un peu dans le monde. Il y a tout ça, l'AI qui explose de plus en plus, on en parle de plus en plus. Il y a le Web3, il y a les NFT. Tout ça. Est-ce que tu penses qu'à un moment, il pourrait y avoir une fusion Upwork avec tout ce qui se passe sur le côté? Quelle serait un peu pour toi ta vision pour l'avenir entre la finance et ce AI, Web3, NFT? Quelle serait ta vision? Alors, c'est vrai que c'est des mots, c'est des buzz words. Il y a quand même, pour moi, à ce stade, on est quand même un peu sur des différentes trajectoires pour ces trois termes. NFT, il y a eu un gros boom, un peu, pour moi, un peu, un peu random des NFT. Enfin, après, c'est un marché spécifique, genre. Je pense après, il y a des trucs à faire intéressants avec la finance aussi. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Oui, le côté décentralisé. Non, mais oui. Bon, donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que alors, honnêtement, je m'y connais pas trop, que ce soit en Web3, en NFT, ni en AI. En AI, j'ai un peu plus la vision ou la compréhension des avantages qu'on pourrait avoir en utilisant ça dans les solutions finance. Je pense que les deux autres aussi, honnêtement, je m'y connais pas trop. Mais pour moi, sur les trois, l'AI a du potentiel. Je pense que il y a eu un peu trop justement de buzz dans le sens où tout le monde veut faire de l'AI ou quoi. Nous, notre approche, elle est un peu distincte. En fait, mon cofondateur a bossé chez Quantum Black, qui est la branche AI de McKinsey. Il a eu des prix en développement de solutions AI pour du community trading, etc. Donc, il y a une certaine expertise AI chez Upwork et il y a une certaine appétence AI. On veut pas faire de l'AI pour faire de l'AI. En fait, l'AI, c'est une technologie qui te permet d'atteindre des objectifs. Donc, quelle est la valeur que tu peux créer pour des utilisateurs finaux? Non, la valeur, c'est de dire je fais de l'AI. Voilà, et c'est le problème, c'est qu'à un moment donné, l'AI, comme toute technologie, si il n'y a pas de fin, s'il n'y a pas de but à l'utilisation de la technologie, bah, tu vas nulle part, quoi. Donc, nous, c'est plus comment on peut utiliser l'AI pour apporter de la valeur aux utilisateurs de manière précise, et comment on va l'utiliser. Et on a quelques pistes d'utilisation de l'AI à l'intérieur de notre produit, on va le développer. Ouais, j'imagine, pour faire des recommandations. Exact. Mais voilà, mais par exemple, tout ce qui est agrégation, il n'y a pas vraiment besoin d'AI, c'est de la data, c'est plus du pure data aggregation, quoi. Donc, voilà. L'AI, c'est pas la panacée de tout qui va tout résoudre, mais c'est une technologie clairement qui va devenir de plus en plus important dans la vie professionnelle, personnelle, et donc il faut essayer de réfléchir à quelles sont les meilleures utilisations pour notre produit, sachant qu'il y a aussi des risques légaux, voilà, une incertitude légale sur pas mal de trucs, pas mal de sujets liés à l'AI, donc il faut aussi faire attention de pas se retrouver à être le compte service qui va faire un truc qui va être attaqué par toutes les instances régulatrices, voilà, pour la mauvaise raison. Utiliser à bon escient. Voilà, donc il faut l'utiliser à bon escient et il faut s'assurer que, voilà, aussi, je pense,
le risque légal n'est pas trop important aussi. C'est pour être sûr évidemment d'évoluer dans le cadre purement légal et autorisé, quoi. C'est particulièrement important dans le secteur financier. T'es un bosseur? Je suis obligé de répondre à cette question ou Tu dirais que j'ai pas, franchement, big fail from my side, quoi. J'ai toujours pas réussi à ce que la réponse à cette question soit claire, sans avoir de la préciser. Mais ouais, genre, enfin. T'aimes bien t'envoyer ouais, beaucoup d'heures de travail. Ouais, work hard, play hard. Un truc que j'ai jamais. En fait, non, il y a deux choses. Non, mais c'est une bonne question. I mean, first of all, like. Et c'est un peu comment dire cliché, mais ouais, quand tu kiffes ce que tu fais, genre tu t'es pas forcément en train de compter tes heures. Moi je me rappelle au lycée, collège et tout, je comprenais pas, tu vois, les gens me disaient ouais, mais là on est à la récré par exemple, pourquoi tu lis un bouquin, ou enfin tu vois, genre, ou pourquoi tu poses des questions à la prof sur un sujet, c'est les cours, c'est chiant, quoi. Ben moi, tu vois, j'étais en mode, que ce soit les cours ou pas, je suis d'accord, il y a vraiment des cours qui sont chiants, je suis d'accord avec ça. Et surtout, c'est des profs qui peuvent être pas forcément les meilleurs pédagogiquement. Mais si un sujet t'intéresse, tu t'en fous que ça vient que c'est professionnel, que c'est enfin, pour moi, genre, j'ai toujours été contre la catégorisation personnelle, professionnelle, travail, loisir. Attends, mec, là, c'est fait partie de mon c'est travail. Le loisir, c'est là. Travail, mais c'est aussi loisir. Genre, enfin, voilà, je kiffe. On a une discussion intéressante et tout. C'est aussi mon travail, c'est aussi mon loisir. Enfin, genre, je fais pas cette distinction-là. Mais en gros, oui, je bosse de manière intense, donc ça, c'est clair. Après, quand même, à garder, voilà, c'est quand même je bosse de manière barrière de temps en temps, sinon on peut facilement devenir fou aussi. Si on fait de toute façon, je suis pas pour devenir fou. Enfin, je suis peut-être déjà suffisamment fou, j'ai pas besoin de le devenir. Mais ce que je veux dire, c'est oui, je bosse dur, mais en même temps, ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, c'est j'ai jamais T'arrives à te mettre des limites parfois? Ouais, totalement. Mais donc, I mean, I do what needs to be done. I don't have issues with working a lot. Mais j'ai aussi jamais compris cette mentalité start-up qui, je trouve, débile. C'est vraiment la mentalité des start-up très jeunes et immatures, potentiellement. Alors, très jeunes, immatures intellectuellement. Ça peut être des gens, quel que soit leur âge, hein, je dis pas ça, mais de vouloir dire ok, moi je dors 2 heures par nuit, je suis un super héros parce que je suis complet, je ressemble à un zombie et je dors pas, quoi. Enfin, ça a jamais été mon délire, quoi. Genre profite. Genre chez Upwork on construit en fait un pilier de la santé financière. Donc genre personnellement, je m'intéresse à la santé mentale, la santé physique, la santé financière, etc. Donc genre j'ai aucun intérêt, j'ai jamais eu l'envie de me faire des nuits blanches à bosser comme un con, que ce soit pour moi ou pour les autres, parce qu'en fait il y a rien de plus valuable que I mean our time and our health, right? I mean notre santé et notre temps. Donc là-dessus, oui, bosser dur, oui. Mais en effet, connaître ses limites, respecter ses limites, respecter les autres contraintes, comme le sommeil, la santé, et la santé physique, la santé mentale. Donc ça veut dire que oui, ça veut dire aussi faire des places pour faire du sport et tout. Je pense que c'est avant tout bien s'organiser de manière à pouvoir travailler efficacement et suffisamment profiter pour atteindre ses objectifs. Mais en effet, et aussi, exactement, mais aussi savoir le faire de manière à ce qu'on aime ce qu'on fait aussi. On aime bien rester pendant la récré pour lire son livre, quoi. Non mais c'est pas tout le temps, genre parfois pendant la récré c'est pour aller faire le con aussi, mais tu vois, genre l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire il faut en effet trouver ses pauses, faire des pauses intelligentes, et parfois c'est pas forcément une question de temps, tu vois, même si tu bosses beaucoup, mais finalement que tu t'organises bien et donc que tu vois genre typiquement je vais bosser beaucoup, mais je vais en même temps l'avoir de rencontrer, d'aller à un déj avec un pote et d'aller au sport le matin. Donc en gros, si t'es bien organisé, tu fais, voilà, quand tu vois que l'américain ou même le français moyen, peut-être l'américain c'est 5 heures, le français c'est peut-être 3-4 heures, mais genre passer par jour devant la télé, bah déjà si tu vois, même si tu travailles autant mais que c'est 5 heures 5 heures par jour passées devant la télé, à la place tu fais 1 heure de sport, 1 heure où tu rencontres ton pote, 2 heures où tu apprends des choses qui vont te servir dans ta vie pro et perso. Enfin, ça libère tout d'un coup, t'as plus de temps, quoi. Donc c'est juste plus en étant vraiment très conscient quand t'es entrepreneur, c'est vraiment être très conscient de son temps et de comment l'organiser et en fait make the most of the very limited, du temps très limité qu'on a chaque jour et sur Terre et sur Terre avant de signer son départ. Sur quoi tu t'énerves? Il y a des trucs qui t'énervent? Alors
Ouais, enfin, genre comme tout le monde, mais enfin non, pas comme tout le monde, je m'énerve plus que la moyenne, parce que quand t'es entrepreneur, t'es impatient, donc il y a pas mal de trucs qui vont t'énerver, mais s'énerver, c'est que c'est quelque chose en interne, quoi. Donc après, par contre, ça veut pas dire que tu vas l'extérioriser et que tu vas faire peur aux gens et non, ils mais vont te qu'est-ce qui considérer comme t'énerve, un qu'est-ce fou. qui te frustre, là? Mais non, mais en fait, ouais, c'est une question super large, genre, il peut y avoir beaucoup de choses, mais en effet, quand t'es impatient, la lenteur, l'incompétence, l'hypocrisie, ça reste des trucs assez généraux qui énervent de manière générale. Mais après, oui, c'est comment tu le gères, quoi. En fait, je pense que ça c'est important, c'est comment tu tords. Enfin, pour moi, un des éléments clés dans la vie, c'est tu peux pas. Enfin, t'as toujours des merdes, des choses négatives qui t'arrivent et qui te tombent dessus. Et en fait, ces choses négatives, malgré leur négativité, c'est de l'énergie que tu reçois. C'est de l'énergie négative que tu reçois. Et donc, en fait, c'est aussi une opportunité de transformer cette énergie négative en énergie positive. Typiquement, quand t'es énervé à quelque chose, ça peut être aussi, ça te donne de l'énergie pour agir, pour faire quelque chose et pour avoir encore plus d'énergie et d'impact sur ce que tu fais. Donc en fait, c'est à partir de rechannel cette énergie sur d'autres, dans des domaines qui vont être plus productifs, plutôt que passer ton temps à donner des coups de poing dans le mur, où à la fin, bon, la productivité de cet acte est quand même limitée. À la place, peut-être que donner des coups de poing dans le mur, tu vas peut-être, justement, par contre, tu vas peut-être, je sais pas, faire 30 minutes, tu vas faire un footing, tu vas bien courir, après tu seras bien défoulé, et après tu reviens à bosser. Ou limite, t'es vraiment énervé à quelqu'un, et du coup tu dis, bon ok, t'as essayé de faire, ok, je vais améliorer mon produit en conséquence et je vais faire ça et ça et du coup j'aurai plus de critiques sur ça. Enfin, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la manière comment tu canalises cette énergie et comment tu la mets à profit. Non, super. Merci pour tout. Je vais couper cet épisode avec une dernière question. Voilà, de par mon entourage, mon réseau, etc. Les gens qui nous écoutent sont principalement autour de ces 25 ans-là. Quel serait ton meilleur conseil pour entreprendre, qu'on ait déjà une idée ou pas, quand on a à peu près cet âge-là? Est-ce que il faut essayer de... Tu dis il y a plusieurs manières de commencer, il n'y a pas vraiment de recette magique, mais voilà, si tu pouvais un peu revenir dans le passé, t'as fait plusieurs erreurs, plusieurs apprentissages, plusieurs challenges, tu dirais quoi? Simplement quelqu'un qui nous écoute et qui a cet attrait pour l'entrepreneuriat, mais qui connaît pas forcément de personnes, qui connaît pas forcément bien l'entrepreneuriat, qui a pas forcément d'idées, mais qui a cette curiosité que tu avais d'aller explorer ce milieu. Écoute, je dirais que il y a toujours un gap entre la théorie et la pratique, et que mon conseil, c'est de pas forcément de multiplier les études à la rallonge, etc., de vouloir tout apprendre dans le via des études. Moi, honnêtement, après, c'est un peu peut-être biaisé, mais genre, si je vais le refaire, je pense que j'aurais beaucoup plus tôt commencé à lancer des plans, des business et d'apprendre un peu sur le tas. De plus, aujourd'hui, même si ça arrête sa foire, dans l'objectif de plus tard pouvoir relancer plus facilement. Non, mais ce que je veux dire, en fait, être dans le monde de l'action. Genre, dès que vous pouvez, tentez, essayez des choses. Aujourd'hui, pas la peine de remettre à demain. Ça veut pas dire que tu lâches ton job, ça veut pas dire que t'arrêtes ta fac, mais tu vois, t'es à la fac, et en même temps, tu lances ce podcast, tu vas peut-être lancer, tu vois, qu'est-ce qui est plus utile? De lancer d'aller à un cours sur les podcasts ou de faire ton podcast et de le réaliser? Et quand tu le réalises, tu vois quels sont les problèmes que tu faces, qui dans la réalité, quoi. Tu comprends comment ça marche de l'intérieur parce que tu es un acteur à l'intérieur de cet écosystème-là. Et donc, moi, mon conseil, c'est, évidemment, pensez en termes stratégiques à ce que vous avez fait. Ne lâchez pas tout comme ça soudainement parce que vous voulez devenir un entrepreneur. Vous faites-le si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. Mais c'est plus cette idée que ça ne sert à rien de ramener à plus tard. Et on peut toujours commencer un projet on the side hustle, sur le côté, avoir un projet. Vous êtes au boulot, vous pouvez lancer un truc, vous êtes à l'uni, vous pouvez aussi faire quelque chose sur le côté. Genre, c'est vraiment, ça se base sur la réflexion sur what. En fait, ça part avec de l'introspection. C'est ce qui est super important, le début de tout, c'est vraiment essayer de se comprendre à un moment donné. Évidemment, on voir évolue, si on aime tout ça aussi, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on apprécie faire, qu'est-ce qu'on est plutôt bon à faire, mais de manière générale, même si vous n'êtes pas bon à quelque chose, mais vous l'appréciez, et vous allez voir, vous allez devenir bon assez rapidement. Bon, il y a la règle des 10 000 heures. Moi, je pense que en fonction des sujets, ça peut être moins que ça, heureusement. Tu vois, t'es déjà presque un expert en podcast, t'as fait moins de 10 000 heures sur ce podcast. Je suis pas un expert, t'as bien vu la galère des micros. Non, mais voilà, mais justement. Donc, le téléphone sur la table avec les tasses. C'est un peu be in the arena, quoi. Genre,
n'ayez pas peur, entre guillemets, que ce soit une peur ou plus une idée, oh, je ferai ça plus tard. Comme toujours, la procrastination, c'est genre essayer de faire des choses. Il y a pas de meilleur enseignement que la pratique. Il y a pas de meilleure manière d'apprendre à faire des podcasts qu'en faisant des podcasts. Donc en fait, c'est ça. Et c'est ne pas se mettre des barrières en disant oh, j'ai pas assez d'expérience ou je connais pas ce sujet. Bah super, je vais te dire un truc, si tu connais pas ce sujet, le fait de commencer à agir, à faire, tu connais pas les podcasts, tu lance-toi dans un podcast et je te dis que dans quelques semaines, mois, tu connaîtras les podcasts. Génial. Et merci d'être venu sur mon podcast. Avec plaisir, avec plaisir. C'est vraiment chouette. Je suis content d'avoir pu faire le tour de tes voyages, le tour de tes aventures startup. Alors le tour, je sais pas, ça sera pour la version longue. Faut faire la hashtag 2 une fois que Upwork sera sorti. Voilà, une fois qu'on a fait la PO au Nasdaq. Ouais, mais d'ici là, quand même, rendez-vous sur upwork.com.au, les gars, les filles, tout le monde. Merci à toi et puis merci à notre audience. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est vraiment que vous êtes résilient et déterminé, qualité essentielle pour un ou une entrepreneur. Donc félicitations. Ah, c'est bien, je pourrais mettre ça en promotion du podcast pour qu'ils écoutent tout. Pour être entrepreneur et persévérant, il faut écouter jusqu'au bout. J'ai hâte de voir ce que tu vas mettre au début, justement. Voilà. Maxime, merci beaucoup. Super chouette. Avec plaisir. Ciao. Too good. Ça va, ça t'a plu? Ouais, non, c'est sympa. Comme toujours, alors discuter. Enfin, ouais. C'est cool. Oh, mais ouais.